Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Je donne la parole à David Chavalarias, qui est directeur et qui nous accueille. Donc, c'est à vous. Merci. Bonjour, bienvenue déjà à l'Institut des systèmes complexes. Je suis vraiment très heureux d'accueillir ce lancement de livre et puis cette branche des économistes qui pensent que les modèles doivent s'adapter au monde et pas le contraire l'inverse, ce n'est pas le cas de tous les économistes. Vous allez parler de réchauffement climatique, de changement climatique, de transition écologique. Je vais juste dire deux mots de choses que l'on fait ici. J'essaie de passer en plein écran. Hop. Bon, hop. Bon, bref, qu'importe, vous allez voir. Ok, donc vous allez commencer votre colloque. Je voulais juste faire le lien un petit peu avec quelques petites études que l'on fait nous ici à l'Institut des systèmes complexes sur le changement climatique. Donc on est évidemment tous concernés. Et vous montrer notamment, par exemple, comment se développent les débats sur le changement climatique en ligne. On a des observatoires qui essayent de capter les échanges sur le changement climatique en ligne et de comprendre un petit peu comment les différentes réflexions se mettent en place, les groupes d'opposition se mettent en place. Et donc, on a ce projet-là qui s'appelle le Climatoscope, qui observe, ou qui observait, puisque maintenant c'est fermé, Twitter sur plusieurs années. Et c'est juste pour vous montrer ce que ça donne pour peut-être donner des inspirations pour la suite. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de transition écologique, quand on parle de changement climatique, quand on parle de tous ces sujets qui sont importants pour le futur, il y a toujours une partie des personnes qui, soit parce qu'ils ne croient pas en la théorie que vous proposez, soit puisqu'ils ne croient pas au fait, vont s'opposer et ne vont pas accepter ce genre d'approche. Et là, par exemple, vous avez un exemple où ici on a observé la Twitter Sphere, donc l'ensemble des interactions sur Twitter. Ici, chaque point ici est un compte Twitter. Les liens que vous avez entre chaque point, c'est les transmissions de messages, donc de retweets entre comptes d'une semaine sur l'autre. Chaque publication, c'est une semaine. Vous avez la date ici en haut à gauche. Et ce que l'on voit, c'est que si on regarde au niveau mondial, ici vous avez à peu près 200 000 comptes, c'est une observation au niveau mondial, vous avez deux grands ensembles. Un en haut qui sont toutes les personnes qui croient en l'origine anthropique du changement climatique et qui relaient l'information et qui sont prêts à mener des actions comme vous. Et puis en bas, tous ceux qui pensent que tout ça, soit c'est n'importe quoi, soit finalement ça ne s'est pas assez aligné avec leurs intérêts pour qu'on puisse faire quelque chose. Et donc ça, en bas, vous avez les climato-sceptiques. Donc, pour ceux qui s'intéressent, on a fait une grosse étude sur tout cet écosystème-là, en montrant que le climato-scepticisme ou le climato-dénialisme était connaissait à une forte résurgence ces derniers mois. Il faut savoir aussi que le climato-scepticisme a gagné 8% entre 2021 et 2022, ce qui est énorme, dans l'opinion publique. Ça, c'est un sondage auprès de personnalités d'une population représentative. Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi que s'inscrit aussi un petit peu les luttes théoriques et de modélisation d'approche que vous allez aborder dans ce livre-là. Je finis aussi juste pour donner un autre petit exemple. Alors ça, c'est le paysage statique. Donc on voit vraiment qu'il y a deux grands blocs. À droite, là, les climato-dénialistes, et à gauche, les pro-climat, ou ceux qui croient au réchauffement climatique. Donc il y a aussi une question de comment convaincre la population et les citoyens qu'il y a vraiment un problème et éviter que cette désinformation nous mène à des niveaux intenables de climato-dénialisme. Et puis je veux juste terminer pour aussi ouvrir quelques discussions sur une conception des systèmes complexes et ouvrir la question de qu'est-ce qui fait que ces systèmes, que ce soit des systèmes économiques, biologiques, etc., s'entretiennent dans le temps et continuent. Donc, se maintiennent dans le temps et fleurissent. Donc, le livre se place directement en opposition avec la théorie de maximisation d'utilité, etc., pose la question de comment on peut penser notre rapport au monde sans ces choses-là. Et ici, vous avez un exemple d'un système biologique qui est vraiment un système qui est à côté de ce genre de type de modèle.
En deux mots, ici, c'est un espèce de mini-écosystème entre deux algues et du plancton. Vous avez ici donc cette algue-là qui fait des petites vésicules. Et sur la surface de cette algue pousse une micro-algue qui est là, qui est en pointillé, qui s'appelle le périphyton. Donc le périphyton profite de cette algue qui grossit pour s'attacher et donc se développer. Et puis, il y a ces petites choses-là, qui est le plancton, dont on va parler d'ailleurs à Artex, si ça vous intéresse, dans à peu près un mois. On a une grande biennale Art et Sciences et on va mettre à l'honneur les écosystèmes. Donc, cette petite chose-là, qui est le plancton, donc, va se nourrir du périphyton, mais aussi être mangé par la plus grosse algue ici, à travers les vésicules, c'est-à-dire que quand il rentre dedans, il se fait manger. Et en fait, ici, vous avez un espèce de mini-écosystème. Alors, il serait bien plus complexe à décrire dans son entièreté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus la grande algue se développe, plus vous avez de surface pour le périphyton, plus vous avez de surface pour le périphyton, plus le plancton peut se nourrir, et plus le plancton peut se nourrir, plus il peut nourrir la grande algue. Et donc, vous avez un système vertueux avec ce qu'on appelle des boucles autocatalytiques, où chacun se renforce l'un l'autre. Et quand on pense à ce genre de système, on est dans un paradigme complètement différent de l'économie classique standard, qui est en gros néolibéralisme, libre concurrence, etc. Et ça, c'est un concept notamment qui a été apporté par Ulanovich dans ce livre qui s'appelle Third Indo, qui explique qu'en fait, ce genre d'interaction mutualiste, on peut la penser, et il y propose de la penser comme première par rapport aux interactions de type concurrence. Et c'est parce qu'il y a des systèmes comme ça qui travaillent de manière mutualiste et du coup s'enrichissent les uns les autres dans leurs besoins et leurs apports, qu'on a une économie qui va fleurir, qu'on a des écosystèmes forestiers qui vont fleurir, etc. Il appelle ça la centripétalité. Et si on casse ça, eh bien, le système peut s'écrouler. Et ce n'est qu'après, dans un deuxième temps, qu'on peut éventuellement penser une sorte de concurrence, c'est-à-dire qu'ici, on peut avoir des concurrences entre différentes formes de phytoplancton. Si un phytoplancton est plus nourrissant pour la plante, et donc la plante va bien mieux croître, et donc il va potentiellement après plus se développer. Mais donc c'est une idée que les rapports de concurrence entre entités ou entre espèces peuvent arriver. Il y a de la concurrence dans le monde, mais ils arrivent après des rapports de mutualisme entre différentes espèces. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant à penser, y compris donc dans le cadre de vos réflexions. Voilà, je m'arrête là parce que je ne vais pas du tout faire un exposé, mais c'était juste pour faire le lien entre, en gros, deux choses sur lesquelles on réfléchit, c'est l'institution complexe. D'une part, l'observation des débats sur le climat et donc la prise de conscience qu'il y a ce problème-là de comment on arrive à convaincre une partie de la population qu'il y a un vrai problème, et cette partie des dénialistes est en train de croître. Et l'autre chose, donc, de penser à des modèles alternatifs de développement d'écosystèmes, qu'ils soient économiques ou écosystèmes vivants, où en fait on a des processus autocatalytiques et plutôt vertueux plutôt que des processus de concurrence en premier lieu. Voilà, je vous souhaite une très bonne ouverture et colloque autour de ce livre, et bon, je vais rester. Je suis heureux d'écouter. Merci beaucoup. Et maintenant, on accueille Christian Koenig, qui est notamment et qui va nous présenter la démarche avec le grand manuel et le collectif. Bonsoir, et merci de cet accueil. Je voudrais remercier David non seulement pour sa présentation, je vais y revenir, mais pour l'accueil de l'Institut des systèmes complexes. Je pense que votre introduction a bien expliqué la perspective qu'on pouvait avoir ce soir, et je laisserai Annie Glyn qui a coordonné le nouveau venu dans la série des petits manuels de la grande transition, à dire plus là-dessus. Mais je note plusieurs choses. Votre dernier point sur le phénomène d'analogie, sur l'analyse des systèmes, il y a beaucoup de réflexions qui sont peut-être pas présentées comme ça dans le manuel, mais qui sont assez directement inspirées de ça. Et puis ce que vous avez évoqué sur le climatoscope, j'ai regardé et qui est absolument édifiant. Il faut que tout le monde dise ça. À la fois édifiant et un tout petit peu terrifiant, je veux dire, quand on regarde les détails de tout ça. Alors, donc je suis Christian Koenig, je suis conseiller académique au campus de la Transition. Je suis un ancien prof de l'ESSEC qui
l'école qui voulait dire l'école supérieure de sciences économiques et commerciales, qu'on est en plein dedans. Une de mes collègues plusieurs de mes collègues qui sont ici ce soir. Donc on est en plein dans le débat de quelque chose qui concerne en fait pas simplement les chercheurs en économie, mais un nombre de disciplines qui est beaucoup plus vaste. Alors ça me permet de faire un peu une introduction pas sur ce qu'est le campus de la transition, parce que j'imagine que ce soir, vous connaissez bien cette démarche très originale à la fois de formation, de recherche et aussi d'expérimentation, parce que le campus n'est pas simplement un campus où on enseigne en recherche, mais c'est aussi un écolieu. Mais c'est aussi là que s'est produit ce cadre qui a donné naissance à la série des petits manuels de la grande transition, qui était le manuel de la grande transition, le gros bouquin blanc que vous avez vu dehors, avec un canevas, une méthode en fait pour transformer, pour amener cette grande transition fondée sur 6 portes qui sont au centre de domaines de compétences que je ne vais pas redévelopper ici, parce qu'encore une fois, je pense que vous le connaissez assez bien. Il faut simplement noter ces 2 choses. Côté un peu anecdotique, c'est une édition en poche qui va sortir bientôt, donc plus accessible peut-être pour un public étudiant, et puis un petit peu revu, parce que depuis que le manuel a été publié, il y a maintenant 3 ans, il y a beaucoup de choses ont évolué dans le domaine de l'enseignement supérieur en particulier, et je crois qu'il faut vraiment s'en réjouir. Beaucoup d'initiatives sont prises, beaucoup de publications sont faites, beaucoup d'engagements sont pris, y compris par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le monde de la recherche. Le campus participe à ce mouvement et c'est, je veux dire, très encourageant, malgré tout ce que je disais sur le côté inquiétant du développement du climato-scepticisme, que de voir que cet élan est là et quelque chose qui est ancré. Alors, plusieurs points sur la démarche, en fait. Les petits manuels qui ont suivi la production du grand manuel procèdent de la même démarche. C'est une démarche qui est à la fois collective, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs auteurs qui sont mobilisés. Dans le cas du grand manuel, c'était plus de 70 personnes qui étaient mobilisées dessus, dans des disciplines très différentes. La deuxième dimension, c'est une dimension interdisciplinaire qui nous a semblé être tout à fait nécessaire d'abord pour toucher un public large d'étudiants dès les premières années de leurs études supérieures, mais aussi parce qu'il fallait convoquer différentes sciences, différents savoirs, différentes approches pour engager cette transition. Et si vous connaissez un peu le principe de la méthode Fortes et de ses 6 portes, vous savez que vous pouvez commencer votre parcours par la porte qui vous semble la plus appropriée, soit votre champ d'études, soit votre formation, soit au problème que vous avez à traiter. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement modulaire, collectif et interdisciplinaire. Quand je disais que le monde de l'enseignement supérieur évoluait, je crois, plutôt favorablement, certes très lentement, sans doute beaucoup trop lentement, mais il évolue favorablement. Il a besoin aussi de faire en sorte que non seulement tous les étudiants, comme l'a suggéré le ministère de l'Enseignement supérieur, soient formés à la transition d'ici 2025, donc c'est un objectif qui est très ambitieux. Il reste que les ingénieurs devront être formés comme des ingénieurs, les médecins comme des médecins, les avocats comme des avocats, et donc il faut à un moment donné avoir un réancrage dans des disciplines. Et c'est là que est née la collection des petits manuels. Alors je crois qu'on a une slide, mais je ne sais pas comment je vais y accéder, qui présente l'ensemble de cette collection. Je ne sais pas si c'est là-dessus. CTRL W. Voilà. On va y arriver. L'ordinateur est un petit peu comme le métro pour moi pour venir, un peu compliqué. Donc, l'ensemble de ces petits manuels, on en est maintenant avec le dernier qui va être présenté ce soir par Annick et son équipe. On en est au 7e, bientôt au 8, puisque le 8e doit être sorti incessamment, sur philosophie, droit et sciences politiques. Vous verrez qu'en fait, ils n'ont jamais, on n'a pas produit un petit manuel sur le droit, mais c'est droit, philosophie et sciences politiques. Il y a certes quelque chose qui porte sur la gestion, mais qui a une vue qui est très très générale sur l'ensemble des disciplines de gestion. On peut dire la même chose sur les sciences du vivant, qui sont un ensemble qui est très très large. Donc voilà les différents petits manuels qui sont parus. Les 2 premiers qui sont parus sont très très transversaux sur la pédagogie de la transition et sur la transformation des campus. C'était une première marque importante de l'évolution, comme c'est pas justement par des blocs de disciplines, mais par quelque chose qui touchait l'ensemble des disciplines et l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Donc le premier, dans un champ plutôt plus disciplinaire, a été celui sur santé publique en transition.
et toujours encore une fois, chacun de ces petits manuels se nourrit d'abord du grand manuel, mais aussi des autres disciplines. Donc c'est ça qu'il faut retenir, je crois, de cette publication ce soir. Alors, le petit manuel Déverrouiller l'économie, je laisserai aussi Annie expliquer comment le titre a émergé, parce que c'est une histoire intéressante, parce qu'on a tourné un petit peu autour du pot sur ce titre-là. Mais le titre lui-même a une histoire intéressante, mais je laisserai peut-être Annie en parler. Donc, c'est une étape importante, elle va se poursuivre non seulement par d'autres petits manuels, celui que je viens d'évoquer sur droit, philosophie et sciences politiques, mais il y en aura d'autres sur les sciences de l'ingénieur, j'évoquerai ça tout à l'heure, il y en aura sur architecture, urbanisme et design, il y en aura sur lettres, arts et langues, un sur les approches sur le climat aussi, donc il y a encore une belle perspective de travail pour ce travail qui est encore une fois un travail qui est collectif et interdisciplinaire. Voilà, je voudrais remercier, avant de passer la parole à Annick, un certain nombre de personnes qui ont été très actives. Il y a toute l'équipe du campus qui, comme d'habitude, se mobilise de manière extrêmement efficace. Il y a tous les amis du campus qui sont là ou qui nous suivent en ligne. Je voudrais souligner aussi que beaucoup d'institutions se sont engagées derrière la publication soit du manuel, soit des petits manuels, et en l'occurrence l'Université Gustave Eiffel dans la publication du petit manuel Déverrouiller l'économie. Donc, il faut rendre hommage à tous ces soutiens. Ils nous sont très précieux. Ils sont très précieux aussi à notre éditeur, Les Liens qui Libèrent, qui est très engagé dans la poursuite de cet exercice parfois difficile parce que nous avons une approche un peu originale et donc c'est une aventure que nous menons à deux avec eux et c'est un phénomène intéressant. Donc, merci à toute l'équipe du campus. Merci à tous ces soutiens. Et puis, je vais faire un petit salut amical à celui qui vous accueillera tout à l'heure après pour des réjouissances un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes, qui est Vanac, qui a concocté pour vous une réception qui est à la hauteur de la qualité de ce que nous allons entendre maintenant. Et avec tout ça, ayez votre appétit. Je vais passer la parole à Annie, puisqu'on va parler maintenant de ce petit manuel. Et après, nous aurons une table ronde de discussion. Merci de votre attention, merci de votre participation. Si vous êtes là, c'est que vous avez jugé que c'était un travail important et de qualité, et vous avez raison. Je prends juste la parole quelques instants avant de laisser Annick nous présenter le manuel pour détailler le programme de la soirée. Dans un premier temps, il va y avoir une présentation du manuel par Annick, comme l'a introduit Christian, et ensuite une table ronde où on va pouvoir un petit peu questionner ce manuel autour de cette question, déverrouiller l'économie, quel levier actionner et comment. Et ensuite, un temps d'échange plus festif autour des préparations de Vanac. Et je me permets aussi de poursuivre les remerciements en remerciant Yann qui nous accompagnera cette soirée aussi au piano, qui la rendra plus agréable. Merci Eloane. Bonjour, donc là je crois que vous avez bien compris que je vais vous présenter Déverrouiller l'économie, donc le fameux manuel Déverrouiller l'économie, une approche systémique de la transition écologique et sociale. Quand on m'a envoyé une espèce de demande qui était qu'il fallait que je vous explique le titre, ça j'avais pas pensé à le faire en fait, Christian. Mais je vais le faire le plus rapidement possible. Donc on a fait ça avec Christian et David Riel, qui à l'époque était au campus en service civique, mais qui a redu le bouquin, enfin, qui a fait un travail absolument formidable. Et c'est dommage que David soit pas là, mais en fait, il est parti à pied aux Philippines, donc ça l'occupe beaucoup. Ça prend du temps, en fait. Donc, voilà. Et donc, on était autour de l'approche systémique avec toute ma bande, Laurent, ça va être Kader, Julien, enfin, vous allez voir leur nom très bientôt. On se disait qu'il fallait mettre systémique, on se disait qu'il fallait mettre transition écologique et sociale, on se disait qu'il fallait quand même mettre économique, puisqu'on est censé être des économistes. Mais on n'arrivait pas à organiser ces mots. Et un jour, David a dit, mais pourquoi pas déverrouiller l'économie? Et tout le monde a trouvé ça génial. Moi, la première. Et après, quite long time après, enfin, après beaucoup de temps, j'ai réalisé qu'en fait, il y a quelqu'un qui prononce cette phrase très, très souvent. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est le président Emmanuel Macron. Et donc, finalement, je me suis dit que c'était bien, parce que je suis fonctionnaire, et je cite des paroles de mon président. Voilà. Et je suis sûre que tous mes collègues partagent mon enthousiasme. Donc, puisque je vous parle de mes collègues, nous sommes, on vous l'a dit, Christian vous l'a dit, un collectif, on a écrit à plusieurs mains. Alors là, j'aimerais remercier Jean-Pierre Nadal et le CAMS, parce que Jean-Pierre qui est ici, directeur
d'un labo centre d'analyse pour les mathématiques sociales, là, je me fais engueuler parce que je le dis toujours mal, à l'EHESS. Donc je suis chercheur associé là. Et l'EHESS nous a acceptés. C'est-à-dire qu'on se réunissait régulièrement à 6 ou 7 et on s'engueulait pendant toute une journée. Donc on poussait des hurlements. Donc je crois qu'au 4e étage, tout le HESS savait quand on était là et quand on n'était pas là. On poussait des hurlements, mais en tous les cas, on a écrit. On a vraiment tous écrit ensemble. Chaque mot a été relu par les autres et a été accepté par les autres. Donc, j'arrête d'en parler. Donc, il va y avoir. Donc, il y avait Laurent Scalon, Laurent qui est là, que vous allez voir dans la table ronde. Julien Le Fournier, Julien qui est là. Mais enfin, vous les voyez aussi en photo, qui sera aussi dans la table ronde. Abdelkader Stifi, qui est pas loin. Comme quoi, on s'est beaucoup engueulé, mais on est toujours copains. Antoine Rieu, qui a pris ses distances, mais c'est peut-être parce qu'il est plus jeune. Ah bah oui, il est là, voilà. Et on a 2 absents. Alors, Antonin, parce qu'il n'est pas à Paris en ce moment, mais il regrette beaucoup de ne pas être là. Et Jean-Sébastien Lenfant, qui voulait absolument se joindre à nous, mais il a la Covid-19. Voilà. Donc, il est chez vous. Et très triste. Alors, on a voulu faire de ce manuel un plaidoyer pour une réforme de l'analyse économique et de son enseignement dans le supérieur. Alors, en haut à gauche, vous voyez peut-être ce tableau étrange. En fait, j'ai un copain qui s'appelle Ondo, qui devait être là ce soir, mais enfin, il y a plein de gens qui doivent être là, qui sont pas là, qui est un graveur et un peintre plutôt reconnu, très reconnu. Et un jour, on parlait d'économie, parce que j'en ai marre d'entendre parler de peinture, donc moi, je parlais d'économie. Et il m'a dit, oh non, mais moi, tu sais, j'ai peint l'économie. Alors, je lui ai dit, ah bon, t'as peint l'économie. Et donc, comme c'était dans un vernissage avec ses œuvres, il m'a traîné devant ce tableau. Et il m'a dit, ça, c'est l'économie. Alors, j'avais vu le tableau, mais je n'avais pas pensé spontanément que ça, c'était l'économie. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, je pense qu'on peut représenter l'économie de plein de façons différentes. Nous, en tous les cas, dans ce manuel, on va toujours se situer entre les 2 définitions de l'économie qui sont d'une part ces sciences économiques que nous sommes censés enseigner entre autres à nos étudiants, mais aussi bien évidemment le champ de l'action publique. Alors, Christian vous l'a dit, ce manuel s'inscrit, ce petit manuel s'inscrit dans une collection initiée par le Campus de la Transition, qui avait été en fait initiée sur la demande du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche de l'époque, et donc la ministre de l'époque, c'était Frédérique Vidal. Peut-être qu'on peut lui rendre hommage. Ou pas. Alors, ensuite, donc, l'objectif de ce manuel, c'était d'offrir des pistes pour une transition écologique et sociale. Oui, c'est ça. Pour une transition écologique et sociale, en partant de l'analyse critique des paradigmes existants en économie. Alors, nous avons listé, je ne suis pas sûre que la liste soit exhaustive, nous avons listé les verrous théoriques à une transition écologique et sociale. Quels sont les verrous que nous avons listés? Eh bien, nous sommes partis, et David vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, nous sommes partis de ce modèle économique fondamental, le modèle de marché en fait, hein, qui est quelque part le modèle dominant en économie, et de son caractère réducteur. Donc, le caractère réducteur de la modélisation économique standard. Finalement, ce modèle, il tient sur quoi? Il représente des agents homogènes, dans le sens où ils sont censés avoir des préférences similaires, avoir des rationalités similaires. Et donc, offre et demande sont représentées par des fonctions continues qui ont plein de bonnes propriétés mathématiques et qui permettent, sous certaines conditions, de déterminer un prix d'équilibre. Alors, ça, c'est quand même... alors, ce modèle a le mérite d'exister et de pouvoir servir de benchmark, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir aussi pour mesurer l'économie, mais en tous les cas, il reste très très limité quand il s'agit de comprendre certaines failles, certains dysfonctionnements du marché. Et donc, vous l'avez compris, eh bien, un des premiers grands verrous que nous avons trouvé à la transition écologique et sociale, eh bien, ce sont les limites de l'approche par le marché et les externalités. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'économistes dans cette salle, mais pour ceux qui se demanderaient ce que sont les externalités, donc très rapidement, c'est l'idée, vous avez tous entendu, j'en suis sûre, parler de cette fameuse taxe carbone. C'est-à-dire, c'est l'idée, vous prenez une usine qui pollue beaucoup et on lui dit, bah, finalement, tu pollues beaucoup, c'est pas génial, donc tu vas payer. Et donc, quelque part, on peut imaginer une usine qui continuerait à polluer, donc à émettre des gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, elle donnerait des euros ou des dollars selon là où elle est située. Et nous, on a quand même cette impression que les euros et les dollars, ça ne peut pas remplacer tous les impacts que vont produire les gaz à effet de serre quand ils sont rejetés dans l'atmosphère. Alors vous allez me dire, non mais là, franchement, c'est pas sympa, parce que l'idée, c'est que quand même, les gens comprennent qu'ils ne veulent pas payer puisqu'ils sont rationnels, et donc ils arrêtent de produire des gaz à effet de serre. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus dans la discussion sur les tables rondes. Donc, limite de l'approche par le marché des externalités,
Et il y a aussi, à la base de ce modèle microéconomique et aussi macroéconomique, un principe de maximisation des utilités individuelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun agit selon une rationalité qui est censée être assez proche de la rationalité des autres. Et donc, chacun va maximiser son utilité individuelle, c'est-à-dire ce qui lui paraît le mieux pour lui, et donc tout devrait très bien se passer. Eh bien, nous pensons que ce principe non coopératif trouve vraiment ses limites par rapport aux questions du réchauffement climatique. Alors, vous avez souvent entendu parler de la tragédie commune, etc. Et qu'il faudrait plutôt penser sérieusement des modèles coopératifs qui se fondent sur un principe de justice sociale, de maximisation, en tout cas de respect d'une contrainte de justice sociale. Nous avons identifié aussi comme verrou les difficultés à dépasser le cadre probabiliste pour penser à l'incertitude radicale. Quand il y a des événements extrêmes, des événements qui ne sont pas déjà produits, ou alors peut-être il y a très longtemps, notamment le réchauffement climatique, mais aussi des ouragans absolument énormes, des intempéries assez monstres, ces méga-feux que l'on connaît depuis quelques temps, notamment au Canada et ailleurs, eh bien, on a du mal, ces événements qui ont eu très peu eu lieu, qui avaient très peu eu lieu jusqu'à présent, on ne peut pas leur attribuer une distribution de probabilité au fait qu'ils vont survenir ou pas. Et donc, on se retrouve face à ce qu'on appelle une incertitude radicale qu'on ne peut pas probabiliser, et bien évidemment, ça pose des problèmes aux économistes. Enfin, nous citerons aussi ce qu'on appelle la prédominance dans les métriques des flux monétaires sur les flux des matières. Là, je vous renvoie un peu à ce que je vous racontais sur les externalités, c'est-à-dire que l'économie, on la mesure, vous l'avez bien compris, mais on la mesure essentiellement, ou quasi exclusivement, à travers des flux monétaires. Et on oublie les flux de matière. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'on oublie aussi tous les impacts de ces fameux flux de matière. Alors, ces verrous théoriques, eh bien, leur répondent, et j'ai envie de dire, des entraves à l'action publique. Alors, ces entraves, je vais les déclasser selon deux grandes familles. Alors, de nouveau, je n'ai pas très attention à l'exhaustivité, mais je citerai des limites d'ordre prospectif et des verrous d'ordre cognitif. Alors, des limites d'ordre prospectif, eh bien, on va se poser des questions. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'incertitude radicale, etc. Eh bien, le décideur public, il va falloir qu'il se demande comment prévoir des événements qui sont par essence imprévisibles. Comment mesurer des phénomènes immatériels qui, par définition, ne se mesurent pas? Mais pourtant, on sait qu'ils ont des impacts sur le devenir de notre Terre et de nos sociétés. Enfin, comment penser l'irréversibilité? Des verrous d'ordre cognitif. Comment convaincre, et ça c'est quelque chose, c'est une question qu'on pourrait se poser quasiment au quotidien, qui est comment convaincre une société d'investir dans un futur qui ne la concerne pas directement, quand l'horizon temporel lui paraît extrêmement éloigné. Et là, je vous renvoie au fait, par exemple, quand il y a de l'inflation et que les prix augmentent, ce que nous connaissons depuis maintenant quasiment 18 mois, eh bien, plein d'études le montrent, les consommateurs se détournent du bio et retournent vers des consommations d'agroalimentaires qui viennent très souvent d'agriculture intensive. On connaît aussi, on connaît tous le refus, le quasi-refus ou l'hésitation. Enfin, en tous les cas, la plupart des gens hésitent beaucoup à arrêter de se déplacer en voiture ou en avion. Donc, comment faire prendre conscience, comment agir sur un horizon temporel quand il est extrêmement éloigné? C'est une question absolument fondamentale quand il s'agit de lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, comment faire respecter le principe de précaution? C'est aussi une question absolument importante, puisque ce principe de précaution devrait nous aider à accompagner la lutte contre le réchauffement climatique. On connaît les difficultés qu'on a, on les a connues lors de la crise de la Covid-19, on les a connues lors de crises sanitaires précédentes. Alors, donc, une fois qu'on a cité des verrous, on n'est pas purement critique, hein, ne croyez pas, on est des économistes, d'accord, mais enfin, quand même, on peut être constructif. Donc, on a dit, comment on va faire pour déverrouiller l'économie, pour permettre une transition écologique et sociale. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, parce que je ne vais quand même pas spoiler, l'idée, c'est quand même que vous alliez l'acheter à un moment donné, mais on va citer que, eh bien, pour déverrouiller l'économie, pour permettre une transition écologique et sociale, il faut intégrer la finitude des ressources non renouvelables, ou des ressources qu'on a crues pendant longtemps et limitées, mais qui sont en fait des ressources non renouvelables. Il faut être capable de proposer une approche coopérative, donc une approche en termes de biens communs de la gestion de ces fameuses ressources, et donc sortir de ce paradigme de marché, de propriété privée et de maximisation individuelle de l'utilité, pardon.
Il faut savoir mesurer des phénomènes non monétaires comme et des phénomènes très, très divers comme le bien-être des individus, le réchauffement climatique, la biodiversité et la perte de biodiversité. Il faut savoir les mesurer pour pouvoir lutter au mieux contre ou protéger quand il s'agit de biodiversité. Enfin, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, et nous reviendrons aussi là-dessus, qui est qu'il faut absolument comprendre et savoir intégrer l'impératif de justice sociale. Alors, il va falloir que je me dépêche, je vais me faire gronder, mais je dirais qu'il est maintenant besoin de renouveler la pensée économique et l'action publique. Il faut renforcer l'interdisciplinarité quand il s'agit de pensée économique. Christian nous l'a déjà dit. Il faut, quand il s'agit d'action publique, sortir de la pensée en silo au profit d'approches systémiques. Il faut repenser le travail. Doit-on encore sauvegarder des secteurs industriels ultra polluants, mais gros employeurs de main-d'œuvre? Ça fait partie aussi des choses que nous entendons très, très régulièrement. En fait, derrière cette question-là, il y a quand même la question qui est: est-ce que le plein emploi fait le bonheur des hommes et aussi des femmes? Enfin, il faut repenser les distances. Comment parler de retour au local quand le 21e siècle s'est construit sur l'idée d'une mondialisation heureuse? Dans notre manuel, nous avançons des pistes d'explication, des pistes alternatives, en parlant notamment d'économie sociale et solidaire ou d'écoféminisme, qui permettent de changer de grille d'analyse et de mieux comprendre certaines choses. Nous retiendrons que pour être efficace, la transition écologique doit répondre à un critère d'acceptabilité du plus grand nombre, ou par le plus grand nombre. Il faut absolument imposer le principe rawlsien de justice, c'est-à-dire que l'équité doit être à la racine de la justice. La transition écologique doit remédier aux grandes inégalités entraînées par la crise climatique, les inégalités environnementales, les inégalités sociales, les inégalités dans la capacité à supporter les coûts inhérents aux ajustements de comportements requis. Pour être durable, la transition doit être économique, sociale et écologique. Et du coup, ça tombe bien, vous retrouvez le titre du livre. Alors, on a tous en tête toutes ces images-là, je suis sûre que vous les reconnaissez. Les méga-feux, des inondations, très souvent dans des pays qui sont très pauvres et qui donc ont vraiment du mal à y résister et à s'en protéger. Perte de la biodiversité, canicules, fonte des glaces. Mais il y a aussi des embouteillages de plus en plus, et de plus en plus de voitures qui roulent. J'ai découvert ça en faisant des recherches, en préparant ces slides, il y a des embouteillages d'avions, de jets privés. À Miami, il n'y a pas longtemps, il y avait une manifestation sportive qui visiblement plaisait beaucoup aux Américains. Et donc, il y a plein de jets privés qui ont débarqué sur l'aéroport de Miami et il y a eu un embouteillage et les jets ne pouvaient plus bouger, ni décoller, ni se poser. C'est vrai. Il y a aussi, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les marchés aux poissons, et cette chose-là me dessert, c'est-à-dire que les mers et les océans se vident. Il n'y a plus de poissons. Et pourquoi il n'y a plus de poissons? Vous allez me dire, c'est bizarre, parce qu'il y a des quotas sur les ressources halieutiques. Les quotas, l'Europe passe un temps fou chaque année à définir des quotas pour protéger les poissons. Ok, mais ces quotas sont très très peu respectés. La France s'est fait aligner en 2005 par l'Europe, a payé une amende absolument énorme parce que l'Europe avait fait des contrôles et on s'est rendu compte que sur les marchés aux poissons français, les quotas et les réglementations de l'Europe pour protéger la ressource halieutique n'étaient absolument pas respectées. C'est le seul pays de l'Europe qui se fait aligner, la France. Il y a des fourrages constamment. Par exemple, en Grande-Bretagne, j'étais en Grande-Bretagne en août 2022, et il y avait une histoire qui agitait beaucoup les gens. C'était que le gouvernement de l'époque, qui n'était pas un gouvernement super ouvert, avait décidé qu'il fallait arrêter les fourrages. Il ne donnerait plus d'autorisation de fourrage dans les mers qui entourent le Royaume-Uni. Et cette année, donc j'y suis retournée en août 2023. Je vais régulièrement en Grande-Bretagne, mais ça n'a rien à voir avec des fourrages. Donc j'étais encore en août 2023, et là, il y avait aussi quelque chose qui agitait beaucoup les journaux, parce qu'en fait, le gouvernement actuel a de nouveau ouvert des autorisations à forer et à chercher de nouvelles exploitations dans les mers et les océans qui bordent le Royaume-Uni. Alors qu'en fait, il faudrait laisser le pétrole au fond des mers et des océans, keep it into the ground. Vous avez compris, il y a urgence, le temps est venu d'agir, et donc, vous voyez, bienvenue au campus à transition. Voilà.
Donc, ça fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir de déverrouiller l'économie. On va avoir un moment d'échange là-dessus de la continuité que vous a fait avant, vous a donné à nous. En détail sur un certain nombre de sujets, peut-être ce matin, on va dire en prochaine nuit. Et garder l'Italie. Je vais faire du temps pour avoir un échange également avec eux. Alors, avec nous, on a d'abord la plus Annie, directrice de la rédaction de Périmène, directrice de la recherche et professeur à l'école, chercheur au Lille et chercheur d'associé au cadre de l'EHESS. Nous avons également avec nous notre économiste et notre co-autrice de ce petit manuel, Laurence Calvin, également économiste, professeur à l'université parlementaire, chercheur au laboratoire académique, membre de l'administration scientifique. Nous avons également un autre professeur, Julien Lepourny, qui est expert à l'IHESS et également aide-financier, et également professeur d'un autre ouvrage différent sur le sujet de la finance, qui s'appelle l'innovation financière. Nous avons Anne Cassagne, qui est doyenne associée à la stratégie de développement durable à l'EPEC, complémentaire, et Alain Coupard, qui est étudiant ingénieur politicien et membre du collectif citoyen écologique. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde ce soir. Alors, je vais rapidement, le commissaire dans les Nations Unies, au commissaire au Brésil des Nations Unies, nous a rappelé à inventer les effets dévastateurs de l'équipement politique et a appelé à une action urgente par rapport à ça. Et le site mentionnait, maintenant nous savons ce qu'il faut faire, le problème c'est la vraie question qui se pose, c'est pourquoi on l'avance. Et j'ai envie de dire qu'à travers ce petit manuel, on a un élément de réponse, puisque on voit que le système économique dominant, le capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui, représente d'une part une limite de cette urgence écologique et de ce déséquilibre du système Terre, mais également un obstacle, on l'a vu, à cette transition écologique. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux paroles du climatologue Jean Jouzel qui s'est exprimé après une intervention au MEDEF assez récemment, où il mentionnait que, je le cite également, dans le système capitaliste tel qu'on vit aujourd'hui, la lutte est totalement incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà, on voit que ce petit manuel arrive, je dirais, à point nommé. Et du coup, j'ai envie de vous poser la première question. Vous avez donné un avant-goût de ces verrous que vous avez identifiés. Je vais m'adresser d'abord à Annick et Laurence, les économistes de la table ronde. En quoi, vous pouvez développer un petit peu plus en quoi l'action économique constitue un verrou donc, à la transition écologique et en quoi consistent précisément ces verrous. Peut-être prendre le micro pour les personnes qui sont en ligne depuis ça aussi. Oui, alors. Oui, oui, vous m'entendez. Ouais. Donc, en fait, comme je dis tout à l'heure dans la présentation, peut-être assez rapidement, le modèle dominant à l'heure actuelle est ce qu'on appelle le modèle de marché, et qui correspond en fait dans l'application dans la politique et dans l'action publique, et en fait, cette économie néolibérale dans laquelle on vit. Et ce modèle de marché, comme je veux dire, donc l'allocation des ressources ou la redistribution des ressources est assurée à travers le marché. Donc ça marche à peu près, sans mauvais jeu de mots, quand il s'agit de ressources de biens, qui ne sont pas renouvelables, qui sont en ressources finies, donc d'ordre, de demande, de rareté de biens, etc. Quand il s'agit de biens, c'est pas des biens communs, c'est des ressources qui doivent appartenir à tout le monde. Ils doivent appartenir à tout le monde, d'abord parce qu'il n'y a pas de droit de propriété privée dessus, on marquait très clairement, et puis parce que ces ressources-là sont fondamentales. C'est-à-dire que le jour où on les a plus, on a du mal à vivre. Et je pense aussi bien à un air qui ne serait pas pollué qu'à de l'eau.
aux ressources halieutiques dont je vous ai parlé, etc. À partir de là, le marché a beaucoup de mal à gérer ces biens-là, puisque, je vous dis, le marché fonctionne quand il y a des droits de propriété privés qui sont inscrits très précisément. Et alors vous allez me dire, bah, si on regarde quand même, par exemple, sur les ressources halieutiques, il y a des quotas, quelque part on se partage la ressource, l'Europe dit, ben voilà, il y a tant de poissons dans la mer, la France a droit à tant de poissons, etc. C'est un truc super compliqué, puisque ça prend 1 an et chaque année on ressort des quotas différents. Mais en fait, il y a des possibilités de tricher et de toute façon des espèces de rapports de force qui vont faire que entre les pays, et non plus individus, mais même entre les pays essaient tous de récupérer le plus de quotas pour eux. Par exemple, j'en parlais avec des copains il n'y a pas longtemps, l'Italie vraiment exige des quotas sur le cabillaud. Alors, vraiment, l'Italie est à fond sur les quotas sur le cabillaud. Par contre, la Hollande milite pour qu'il y ait des quotas en mer Méditerranée, qu'il n'y avait plus depuis longtemps. Donc tout ça pour vous dire que même quand on se dit on a une ressource en commun, on va essayer de mettre des règles des règles en place pour régler cette ressource en commun, je suis fatiguée, pour gérer cette ressource en commun, eh bien on se rend compte que les différentes parties concernées vont chercher à traiter. Voilà, c'est ça. Oui, je suis peut-être un peu trop longue, mais et donc cette économie. Et en fait, on a du mal. On a du mal à gérer ça parce qu'on a du mal à penser une gestion des ressources qui passe pas par le marché et les droits de propriété privée. Et là, je me tais, donc, moi, je crois que le problème au départ, vraiment très en amont de tout, c'est la conception même, comment la discipline s'est structurée. C'est-à-dire que la discipline science économique se voit comme une science et se voit comme désencastrée en fait des autres sciences sociales. Les individus, tu l'as rappelé, hein, c'est pas des êtres sociaux, ils sont dotés d'un principe de rationalité qui est très pauvre finalement. Et puis du coup, on imagine que la somme des actions individuelles va produire un collectif et que le tout est égal à la somme des parties. Donc ça, et puis en plus de ça, elle est également désencastrée complètement des écosystèmes, des sciences de la vie et du climat. Donc moi, je pense que ça, c'est le grand problème qui est en amont de tout. On est donc sur une discipline qui est très auto-centrée, qui est très refermée sur elle-même et qui véhicule des représentations, des méthodes qui sont aux antipodes de ce dont on a besoin pour penser la transition écologique. Et là, science économique, on n'a pas toujours été une science économique. À un moment, on s'appelait une économie politique. Et je pense que cette grande bifurcation, a été une source de handicap considérable en fait pour penser la transition écologique, parce que comme on se pense comme une science, enfin, quand je dis on, c'est pas tous, hein, il y a pas des économistes qui ne pensent pas comme ça, hein, mais on est minoritaire, très minoritaire. Les questions éthiques, en fait, ne sont pas du tout dans le champ de ce qu'on traite, hein, et notamment les questions d'éthique intergénérationnelle. Or, en fait, quand on traite de la transition écologique et sociale, eh ben, la question de combien je suis prêt à sacrifier aujourd'hui pour le bien-être de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, elle est centrale. Et on utilise des techniques, des méthodes qui nous semblent neutres, mais qui en fait encapsulent des principes éthiques qui sont fondamentaux. Le taux d'actualisation, par exemple. Les méthodes qu'on utilise pour ramener des coûts et des bénéfices qui se manifestent au cours du temps en valeur présente. Et l'économie, systématiquement, le principe, c'est la préférence pour le présent. Voilà, ça dit ce que ça dit, hein. C'est-à-dire que je sacrifie. Alors, c'était pas si problématique que ça, tant qu'on n'était pas dans un environnement où il n'y avait pas les irréversibilités vers lesquelles on va. C'est-à-dire qu'on faisait une erreur de politique économique, bon d'accord, on faisait une crise, ça avait des coûts sociaux, ça, mais on se relevait. Là, aujourd'hui, les choix qu'on fait en matière de politique climatique sont, voilà, bref. Et la dernière chose, c'est que c'est le rapport au temps de l'économie. C'est-à-dire que généralement, on considère qu'on est dans un monde stationnaire. Ça veut dire quoi un monde stationnaire? De manière non technique, ça veut dire que ce qu'on considère, c'est une espèce de continuité entre le passé, le présent et le futur. Et donc, en fait, en regardant ce qui s'est passé dans le passé pour certains événements, certains risques, je suis capable d'en inférer ce qui va se passer dans le futur. Or, le problème, c'est que là, on est face à du temps précédent. On ne l'a jamais vécu. Et donc, si on continue à gouverner par les chiffres qui sont produits
par les données du passé, ben, on prend nécessairement de mauvaises décisions et des décisions qui seront irréversibles et qui pénalisent nos petits-enfants. Alors, à vous écouter, on voit bien que finalement, cette transition écologique, cette urgence écologique, elle vient complètement percuter cette discipline économique. Alors j'imagine que cette discipline économique, elle réagit, elle évolue, il y a différents courants, elle se crispe peut-être pour certains, mais du coup, est-ce qu'il y a un renouvellement disciplinaire? Qu'est-ce que la discipline économique a à offrir finalement par rapport à cette transition? Il y a des courants qui sont plus hétérodoxes, peut-être que vous pourriez nous en parler. Donc, qu'est-ce que la discipline économique peut offrir? Alors, là, je trouve que c'est une question à la fois passionnante et à la fois il est très difficile d'y répondre. Alors, moi, personnellement, vous l'avez bien compris, donc je suis proche de la communauté système complexe. Donc, David, tout à l'heure, nous a parlé de cette approche système complexe. Et l'idée, donc, est de sortir, de proposer des approches systémiques, et donc, on a bien compris, donc d'arriver à représenter ces dynamiques qui sont, par exemple, on va émettre des gaz à effet de serre, quelles vont être les conséquences des gaz à effet de serre sur le climat, etc., etc. Jusque-là, ça fait complètement à la science économique, puisque comme je le disais tout à l'heure, eh bien, les flux de matière, et Antonin Potier en a beaucoup parlé dans son ouvrage Comment les économistes réchauffent la planète. Alors, il n'y a pas longtemps, c'était à Dijon où je parlais de ça, et j'aurais dit, Antonin Potier a écrit un bouquin qui s'appelle Comment les économistes font brûler la planète. Alors là, on va dire, dans son tome 2, pour l'instant, c'est Comment les économistes réchauffent la planète, où il explique que le fait d'oublier les flux de matière pose un problème, parce qu'on ne peut pas en mesurer les conséquences. On peut en mesurer les conséquences. Donc, pour revenir à l'économie, il y a quand même une branche de l'économie qui s'ouvre à l'interdisciplinarité. Donc, Laurence en a un petit peu parlé. Donc, l'interdisciplinarité avec d'autres chercheurs des SHS comme les sociologues, qui permet de mieux comprendre comment un individu va fonctionner, non pas tout seul, mais au sein d'une société, et comment la structuration de cette société même va influencer le comportement de ce même individu. Mais les économistes travaillent aussi avec des chercheurs de sciences dures comme des physiciens, des mathématiciens, ce qui leur permet de travailler sur des modèles qui seraient des modélisations un petit peu plus complexes, sortir de cette approche statique pour aller vers cette approche dynamique et représenter les ruptures, les discontinuités dans une approche systémique. Voilà. Je me taise. Laurence, rapidement, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, effectivement, c'est-à-dire que les réponses sont très différentes à votre question selon quelle économiste vous êtes, quoi. Les économistes, disons standards, pour faire très simple, vont essayer de prolonger le paradigme du marché et trouver des solutions qui seraient, soi-disant, des solutions miracles du type prix du carbone, etc. Donc, on mimique le marché d'une certaine manière pour internaliser les externalités. Bon, le problème, c'est que ça ne peut, on est face à un problème systémique et ça ne peut être que un éventail de solutions dont il faut regarder les synergies qui doivent se valoriser mutuellement, etc. Donc, je pense que dans ce qu'on doit faire, notamment en termes d'action publique, c'est changer les boussoles. Alors, on voit qu'il y a des choses qui se sentent, si vous voulez, c'est que des collègues qui sont beaucoup plus standards se crispent, et faut pas minimiser la difficulté qu'il y a quand même, hein. Quand pendant 20 ans, 30 ans, vous avez enseigné une discipline, vous y avez cru, etc. Il y a un problème de se contredire soi-même d'une certaine manière, hein. Et c'est très très compliqué, hein. Donc bon, bref. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a des économistes, alors qu'on qualifie d'hétérodoxes. Moi, je suis tout à fait contre cette dénomination, hein, parce que moi, je me sens pas hétérodoxe, je me sens économiste, hein. Je me sens juste une économiste qui ne pense pas forcément nécessairement comme les autres, qui n'applique pas les mêmes méthodes et ça, mais je suis économiste. Enfin, je veux dire, je veux pas qu'on me le conteste. Mais on est à la marge. C'est sûr qu'on est à la marge. Et donc, il y a l'économie écologique qui tient compte notamment de la question des limites planétaires et des approches socio-économiques sur l'acceptabilité, etc. Et il y a l'économie institutionnaliste, donc moi, c'est plutôt ça que je fais, hein, qui dit qui travaille sur les institutions, comme quoi les institutions
en fait, elles encapsulent, en fait, c'est des compromis institutionnalisés à certains moments du temps. Et en fait, elles encapsulent des visions du monde. Hein. Je veux dire, voilà, la comptabilité aussi, par exemple. La comptabilité nationale, elle a été fondée au moment de la reconstruction, après-guerre, etc. Aujourd'hui, on a plein d'autres choses, une autre manière de compter les choses. Bon, je m'arrête. J'avais plein d'autres choses à dire, mais je m'arrête. On voit que cette science économique, il y a quand même des choses qui évoluent, des matières en tout cas à réflexion sur ce sujet. Bon, dans ce petit manuel, on parle évidemment beaucoup d'économie, mais on parle aussi de finance, et je vais me tourner vers Julien à ce moment-ci. Et ça rejoint un peu un débat. On entend beaucoup parler de finances vertes, de finances durables. C'est un terme qui est très à la mode en ce moment. Et je pense que vous avez une conception sur ces sujets-là qui est intéressante à partager et que vous partagez dans ce petit manuel. Et quel est le verrou de la finance finalement? En quoi la finance est-elle, d'une certaine façon, incapable de s'emparer de cet enjeu-là? Je pense que c'est difficile de répondre très rapidement parce qu'en fait, ce qu'on appelle la finance verte ou durable est assez protéiforme et se contredit elle-même dans ses approches. Donc, ce qui montre d'ailleurs qu'il y a une très très grande fragilité, il n'y a pas de structure, donc il faudrait récuser chaque produit, chaque stratégie, mais disons que en passant par le haut, parce qu'on est à l'Institut des systèmes complexes, on peut parler de système financier. D'ailleurs, le ministre Le Maire a dit lui-même, la finance sera verte ou ne sera pas. Donc, en comprenant que c'est un tout, c'est pas un petit bout de finance qu'on va repeindre en vert dans un coin, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je pense à Donella Meadows, qui était co-autrice du fameux rapport Meadows qui porte son nom, et qui a consacré une partie de sa vie de chercheuse à l'étude des systèmes complexes précisément. Et elle recensait 12 leviers, des lieux d'intervention sur le système, comme elle les appelait, et qu'elle classait par ordre de priorité. Le premier, c'est le paradigme. Eh ben, le paradigme de la finance, il n'y en a qu'un en fait. Il n'y a pas la finance verte, la finance machin chose, il n'y a pas de changement de paradigme. D'ailleurs, Larry Fink, ils ont des fonds ISR, des fonds, ils prétendent pas que l'acte de vente à tel ou tel client, il y a d'un côté il met un chapeau et que la terre est ronde, de l'autre côté la terre est plate, ça n'a pas de sens. Donc il y a un seul paradigme. Ensuite, le deuxième ces données-là, c'était l'objectif. L'objectif, ça a été dit ici plusieurs fois, l'objectif, c'est la maximisation du rendement ajusté du risque. Il n'y en a pas d'autre. C'est triste, hein, c'est une tristesse infinie, ça paraît extrêmement basique, mais c'est ça, en fait. Et c'est tous les banques, les particuliers, toi, si tu vas approcher ta banque pour en prêter, tu vas faire la tournée des banques, tu vas chercher à payer le moins cher possible, c'est normal, tu minimises le coût du capital que tu veux lever pour acheter ton... Et les investisseurs font exactement l'inverse. Donc là, j'ai pris ce papier parce que je veux citer, je cite ça, c'est toujours assez important. C'est PGGM, c'est le deuxième plus gros fonds de pension néerlandais. C'est un truc qu'ils ont écrit dans une revue de la Banque de France. Donc, c'est des protestants, c'est des gens, voilà, c'est la quintessence de l'investisseur responsable. Et voilà ce que nous dit PGGM. Donc, un fonds de pension, je prends cet exemple parce que c'est pas un fund, c'est pas des bandits. C'est des gens qui gèrent l'argent des retraités. Et dans les pays comme la Hollande, où on n'est pas malheureusement en France, on capitalise sur les marchés financiers, donc on est un peu plus capturé par le marché. Eh bien, il y a des petits retraités là-dedans, il y a des profs, il y a pas des trucs qui ça, je pense pas des profs très très bien payés ici comme on a, mais des. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a cette éthique et c'est pas ce qu'ils écrivent. Donc ils parlent dans cette zone. Cette zone, c'est la zone qu'il aurait interdite. C'est la zone interdite. Ils l'appellent rouge. Bon, c'est un peu effrayant, mais bon, ça montre dans leur esprit quand même qu'il y a un problème avec le rouge. Mais dans cette zone, la contribution au bien collectif se fait en sacrifiant une partie du bien individuel. Cela se traduirait par une réduction de la pension de retraite des bénéficiaires afin de contribuer à un monde durable. C'est la zone de la tragédie des biens communs et de la tragédie de l'horizon, pour reprendre l'expression de Marc Carnet. Cette notion ne relève pas du mandat des gestionnaires de fonds de pension. Voilà. Je le lis parce que je ne veux pas paraphraser, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est des gens très très bien, mais par rapport à tout ce dont parlaient Annick et Laurence, on pensait aux Pakistanais noyés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à mettre un point de base, un centime, pour quelque chose qui intéresse pas directement les bénéficiaires du fonds de pension. C'est la réalité. Voilà. Donc, tu me demandais quel était le verrou. Le verrou, il est là. L'objectif, il est dans cette maximisation
la question du rendement ajusté du risque, qui est quelque chose de très bien connu. Donc, c'est un verrou majeur pour, je vais dire, pour la prise en compte de l'intérêt collectif, pour la décarbonation, parce que malheureusement, donc, si on se rappelle ce que c'est qu'un marché financier, c'est pas du tout les bisounours, où il n'y a pas de win-win. Il y a un vendeur et un acheteur, et donc si le prix bouge, c'est en faveur de l'un, en défaveur de l'autre. Tout le monde le sait. C'est quand tu achètes une voiture, tu veux l'acheter le moins cher possible, et le vendeur veut la vendre le plus cher possible. C'est dans l'ordre des choses. Mais cette tension se résout, c'est ça un marché. Simplement, je reviens à la transition. Ça veut dire quoi? Si on veut cette fameuse réallocation des fonds en faveur de la transition, pour la provoquer, il faudrait, dans un monde thématique, il y aurait des actifs bruns et verts, il faudrait augmenter la rentabilité des titres verts. Mais malheureusement, pour les investisseurs, pour attirer les investisseurs. Mais malheureusement, comme la rentabilité de l'investisseur, c'est le coût du capital payé par l'emprunteur, on aura moins de projets verts. Donc, on ne sort pas de cette contradiction en réalité, sachant que nativement, la situation est bien plus critique, puisqu'en plus, un projet vert, c'est un projet qui est plus onéreux. Annick parlait de CO2. Si j'ai une usine pourrie qui dégage plein de CO2 dans l'atmosphère, et si on me demande, si je voulais le faire par moi-même, de mettre des machines pour capturer ce CO2, ça me coûte de l'argent par rapport aux concurrents qui ne le fait pas. Et donc, j'ai une rentabilité qui est dégradée. Et donc, on ne le fait pas. C'est comme ça qu'en France, on a dégagé des bourreaux dans les calanques de Marseille. C'est pas que les gens sont mauvais. Mais enfin, si tu mets un truc pour traiter le problème, ça coûte de l'argent. Et après, on a le chantage à l'emploi. L'usine dit, je ferme, je pars, je fais la production ailleurs, ou elle arrête la production, etc. Donc, c'est ça la réalité. Et pour l'instant, la finance a trouvé évidemment aucun... La finance, c'est beaucoup plus simple que l'économie. Tout le monde sait compter des euros. Donc le verrou est là, en fait. Et donc, dans ce contexte, on n'a pas de solution, mais on a un verdissement complètement superficiel, en fait, une arnaque intellectuelle, on peut le dire. C'est en train de s'effondrer d'ailleurs aux États-Unis. Il y a plus de retard en France, on va dire. Merci Julien, c'est très clair. Donc le paradigme, les objectifs, on voit que effectivement cette finance durable, dans ce paradigme avec ces objectifs-là, ça n'est, pour reprendre ces termes, qu'un vernis marketing. Dans l'ouvrage, quand même, vous ouvrez sur certaines perspectives par rapport à la finance aussi, c'est la même chose que pour l'économie. Il y a des pistes pour mettre la finance au service de cette transition. Et Laurent. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une finance hyper instable. La finance livrée elle-même, elle est hyper instable. Elle est intrinsèquement instable pour des raisons que j'ai pas du tout le temps d'expliquer. Mais donc, ça veut dire que la première chose, c'est éloigner le spectre de l'instabilité financière et de la crise financière systémique, parce que ça nous retarderait encore plus dans la transition écologique. Donc, ça veut dire re-réglementer la finance. Re-réglementer la finance avec des réglementations qui mordent, des réglementations qui sont simples, qui sont peu contournables. Par exemple, resegmenter. L'exemple toujours, c'est l'exemple du sous-marin. Les sous-marins, ils ont une coque qui est cloisonnée. Pourquoi? Parce que s'ils se prennent une torpille, qu'ils veulent pas rester au fond, il faut pas que l'eau elle aille dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait en finance? On a tout décloisonné. Et donc, ça veut dire que vous avez un risque qui apparaît dans un segment, il se diffuse immédiatement ailleurs. Bon. Donc ça, c'est la première chose. On réglemente et on réglemente fort. Bon, ça c'est facile, c'est des mots, mais les groupes d'intérêt se sont réveillés à une vitesse folle après la crise de 2008. Donc voilà. Mais voilà, c'est ce qu'il faudrait faire. L'autre chose, c'est qu'il faut, pour rompre avec le paradigme dont parlait dominant actuellement, qui est un paradigme de finance de marché beaucoup, il faudrait avoir des réglementations macroprudentielles vertes, climatiques, et renouer avec des traditions plus anciennes, mais c'est pas Mathusalem, par exemple, de canalisation de la création monétaire sur des rompre avec le tout marché avec, on subventionne certains taux d'intérêt, on prend en charge certaines pertes pour financer des investissements dont on sait qu'ils sont plus risqués parce qu'ils sont verts, dont la rentabilité est moindre, etc. Donc, c'est une contre-conception de l'action publique. Et puis, vraiment un acteur central pour moi là-dedans,
c'est les banques centrales. Et il y a des régimes de banques centrales, c'est-à-dire que on a des banques centrales indépendantes depuis les années 90. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été le cas dans les années 20. Mais dans l'histoire du capitalisme, il y a des moments, quand les États sont très endettés, quand il y a des guerres, quand il y a des crises, etc., où les États reprennent l'ascendant sur les banques centrales, où les banques centrales deviennent une espèce de bras armés. Ça s'est passé après-guerre, c'est ce qui a permis de... Eh bien, aujourd'hui, on est face à une guerre climatique, enfin, contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité. Les banques centrales doivent être centrales dans ce dispositif, et en termes de politique monétaire, et en termes de politique macro-prudentielle. Super, merci. Effectivement, c'est intéressant de voir ces différentes pistes de réflexion sur ces différents sujets. Je vais m'adresser maintenant à Anne-Claire. Donc, dans une école de commerce comme l'ESSEC Business School, on enseigne la discipline économique, on fait de la recherche sur la discipline économique. Et en quoi une école de commerce comme l'ESSEC peut participer à ce renouvellement disciplinaire et dans quelle mesure ce type d'enseignement ou de recherche doit avoir lieu dans une école de commerce? Alors, ça stresse beaucoup, visiblement. Non seulement une école comme l'ESSEC, elle peut, mais elle doit participer à ce travail, et au-delà de l'ESSEC, l'ensemble des écoles de commerce et le monde de l'enseignement supérieur en général. C'est une responsabilité majeure qu'on a, de former les générations actuelles et donc de créer à la fois de la recherche, de la connaissance, et puis traduire ça dans des cours. Particulièrement dans les écoles de commerce où on forme effectivement les futurs managers, dirigeants de l'économie française, voire même internationale. Alors, on peut dire, faire une première analyse positive, qui est que on bouge les écoles de commerce. Et les écoles l'enseignement supérieur en général, les écoles de commerce en particulier, grâce aux travaux du campus de la transition, grâce aux travaux du Steve Project qui équipe progressivement nos enseignants et nos dirigeants pour repenser ce qui a longtemps été un impensé, c'est-à-dire ce qu'on a enseigné pendant longtemps, on l'a pris pour acquis, c'est-à-dire on questionne, pendant longtemps, on n'a pas questionné les paradigmes et les fondements sous-jacents de nos cours d'économie, de finance, etc. Ça commence à changer. Alors je peux parler de ce qui se passe rapidement, de ce qui se passe à l'ESSEC, où on a d'abord commencé par ajouter de nouveaux enseignements pour faire prendre conscience aux étudiants des enjeux environnementaux, leur lien avec les enjeux sociaux. On a ensuite commencé à faire évoluer les cours fondamentaux, parce que c'était une chose que de rajouter des bouts de choses à côté, mais en mettant nos élèves dans une position schizophrénique où un jour on leur enseigne une chose et puis la transition écologique, puis de l'autre, le lendemain on leur enseigne la finance de marché, la maximisation des profits. Donc la transformation des cours fondamentaux, ça c'est vraiment la dimension la plus importante de ce qui doit se passer et ce qui est en train de se passer dans nos écoles. Alors, les enjeux, ils sont nombreux, et je ne vais pas non plus, après avoir donné une vision optimiste et positive, je ne vais pas non plus prétendre que c'est facile et que ça y est, tout est transformé. L'enjeu principal, il est celui de la vitesse à laquelle on est capable de réellement transformer ces cours. Et à la fois Annick et Laurence l'ont bien dit, il y a en matière de sciences économiques des écoles différentes, des visions différentes, et cette pluralité, on l'a dans nos écoles, évidemment. Et on a une valeur fondamentale que nous devons continuer à chérir, qui est la liberté académique, celle qui permet à des économistes de porter une voix différente, mais elle veut aussi dire que la liberté, cette même liberté économique, cette liberté académique, elle est aussi présente et chérie par des économistes qui peuvent porter un autre regard. Donc, ce qui est fondamental et ce sur quoi on travaille beaucoup à l'ESSEC, c'est celle de la pluralité des perspectives et de donner au maximum à nos étudiants une compréhension des différentes perspectives, finalement d'expliciter
les impensés de ce qui était voilà, pris pour acquis ne doit pas être pris pour acquis, mais doit être posé sur la table. Voilà les hypothèses que nous faisons. Ce sont des hypothèses qui peuvent éventuellement être challengées. Donc, c'est bien dans le pluralisme des visions qu'il faut cultiver, travailler. Et voilà, des manuels comme ceux-ci aident beaucoup. Et moi, je vais offrir ce manuel à tous les professeurs d'économie et de finance de l'école. Ils en font ce qu'ils en veulent. Certains diront c'est aberrant, et puis d'autres vont s'en emparer de manière plus volontaire. Et ce pluralisme, il est à la fois nécessaire sur les sujets économie et finance, et il est aussi nécessaire dans le dialogue entre les disciplines. Dans une école de gestion, on va trouver à la fois le département économie, le département finance, mais aussi le département marketing, le département comptabilité, contrôle, la sociologie, la théorie des organisations. Bon. Et ce qui est important aussi, c'est de favoriser le dialogue entre ces disciplines pour qu'effectivement les économistes prennent en compte les notions peut-être de sociologie, que les financiers prennent en compte les dimensions humaines et sociales. Et c'est dans ce dialogue-là qui se caractérise, par exemple, ce qu'on fait à l'ESSEC en la matière, c'est de créer ce qu'on appelle la guilde de la transition, qui du coup réunit des professeurs de tous les départements, donc la finance, l'économie, le marketing, etc., et les amener à dialoguer, à se rencontrer et à poser sur la table un certain nombre de sujets, à débattre, à parfois être en désaccord, mais à minima créer ce lieu de dialogue. Je dirais un des gros enjeux vraiment pour finir pour nous, école de commerce, c'est qu'on veut à la fois former les fameux bifurqueurs, c'est-à-dire ceux qui vont dire on veut complètement radicalement sortir du système et ouvrir des voies différentes. Alors moi qui suis titulaire d'une chaire spécialisée en économie sociale et solidaire, j'en ai beaucoup de ces étudiants entre mes mains qui vont peupler nos associations, les coopératives, les mutuelles, etc. Et on a besoin de ça, et on a historiquement à l'ESSEC formé beaucoup de gens dans ce domaine-là. Mais on a aussi besoin de ceux qui vont transformer l'économie actuelle. Et donc on a vraiment besoin de cultiver ce dialogue et d'écouter nos étudiants pour qu'ils soient en capacité de comprendre les fondements, comprendre les paradigmes, comprendre la manière dont aujourd'hui l'économie capitaliste fonctionne, pour pouvoir aussi la questionner, la challenger, la faire évoluer. Donc c'est un travail de longue haleine. Alors on essaye d'accélérer au maximum, et il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a encore pas mal de boulot. Merci pour cet aperçu. Donc, c'est pas que les choses qui bougent, comme on disait, il y a une question de timing aussi, de rythme. Je vais me tourner maintenant vers Adam. Peut-être tu représentes ce soir le collectif pour un réveil écologique. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est dans la salle ou en ligne. Peut-être tu peux brièvement présenter de quoi il s'agit. Après, je te poserai des questions plus en lien plus avec Emmanuel. Oui, du coup, heureux d'être la caution jeune ce soir à ma table ronde. Donc le manifeste étudiant pour un réveil écologique, il a été lancé en 2018. C'était un manifeste qui appelait les acteurs de l'économie, mais aussi de l'enseignement supérieur, à sérieusement se bouger les fesses. Parce qu'en 2018, c'était pas non plus le premier rapport du GIEC, hein. C'était au moment entre le 5 et le 6. On savait déjà un peu qu'on était dans la mouise, mais on a accepté assez difficilement de le dire pendant des cours, et encore moins dans des entreprises. Donc ce manifeste, il a donné lieu à 35 000 signatures dans l'enseignement supérieur français en majorité, et en particulier dans les grandes écoles. Donc il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont été lancés par la suite. Donc c'était au moment des manifestations pour le climat, il y avait tout un tas de réseaux qui se structuraient. Et nous, on a continué après, en discutant en particulier avec les employeurs et les établissements d'enseignement supérieur. Et après le Covid, de plus en plus avec le monde politique, également avec le monde des administrations et de la finance également. Pour revenir quand même sur quelque chose qui a été dit juste avant et qui m'a marqué, pour moi, le fait de dire qu'on forme les dirigeants de demain, qu'on forme des étudiants en école, faut prendre le mot former au sens premier. Les enseignements qu'on donne, c'est pas uniquement pour apprendre à avoir des clés sur le capitalisme d'aujourd'hui. On forme aujourd'hui les étudiants au capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans leur tête un certain nombre de présupposés qui vont structurer leur pensée et leur raisonnement pour toute la suite de leur carrière. Donc
pour moi, les établissements d'enseignement supérieur ont une responsabilité complètement dingue dans le fait que ce système est en train de perdurer. Et heureusement qu'on ne fait pas uniquement des cours de capitalisme. Bon, alors, pour ne pas vous mentir, les cours d'économie de l'entreprise à l'école polytechnique sont donnés par des partenaires de McKinsey. Donc, ce sera pour demain. Parfait. Donc, peut-être, justement, pour aller dans cette continuité, on a vu avec Anne Claire, et puis on voit que depuis un certain nombre d'années, depuis 2018, il y a des choses qui ont bougé. Par rapport à la discipline économique et financière, je sais qu'au campus, vous suivez l'évolution, vous faites un baromètre. Quelle perception vous avez de l'évolution de ce renouvellement disciplinaire des sciences économiques et de la finance, de l'enseignement, en tout cas, de ces sciences dans des établissements? Alors, en 2022, vous l'avez sans doute pas raté, il y a eu le rapport Jouzel qui a été publié, donc auquel on a contribué assez massivement et dont les messages étaient clairs et assez partagés par les acteurs de l'ESR, qui était de dire qu'il fallait former tout le monde, et pas uniquement les gens qui faisaient leur master spécialisé en environnement au bout de 10 ans d'études. Et donc, ce message-là est vraiment en train de diffuser et on espère que ça va arriver. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Il faut faire le constat qui est complètement clair sur le sujet dans le grand baromètre. Donc, c'est un questionnaire qu'on a envoyé à un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles. Les retours qu'on a, c'est que les services de développement durable des écoles sont super contents. Ils ont fait une fresque du climat à la rentrée. Malheureusement, ça suffit pas. C'est pas comme ça qu'on fait évoluer l'enseignement supérieur dans son ensemble. Donc, le grand baromètre, il date de 2019. Entre-temps, on a eu une pandémie mondiale, une guerre, et on est un peu en train d'essayer de réfléchir à l'après, en espérant qu'il n'y en ait pas une autre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Sinon, ça nous fera encore retarder la réflexion, ce serait dommage. Donc, quand même, il y a des choses qui évoluent, il faut dire le bien parfois. On avait sorti assez récemment avec WWF un grand sondage a sorti une étude sur l'enseignement de la finance dans les grandes écoles. Donc, en particulier à l'ESSEC, mais dans un certain nombre d'autres écoles, notamment même l'école polytechnique et d'autres écoles de commerce. Ce qui est complètement criant, c'est que les étudiants, et attention, on ne parle pas des étudiants en histoire de l'art à la Sorbonne, on parle des étudiants en finance à l'ESSEC, 3/4 d'entre eux demandent un meilleur enseignement sur les enjeux environnementaux. Et pas uniquement, c'était une citation qu'il y avait dans le sondage, 5 minutes à la fin des cours. Et puis il y a vraiment un enjeu à désiloter tout ça. C'est marrant parce que là, on a même abordé dans la table ronde de façon successive l'économie puis la finance. C'est assez rigolo parce que la finance, c'est pas une bulle qui est au-dessus de l'économie et qui est complètement détachée du reste. La finance, ça finance l'économie, en fait, c'est quand même le but. Et que ce soit dans les programmes ou dans les cours, en fait, c'est abordé de façon complètement différente. Effectivement, on va avoir un cours de finance, on va nous dire la responsabilité fiduciaire, il s'agirait quand même d'avoir des produits rentables sans quoi personne ne les achètera. Et ensuite, de l'autre côté, on va dire l'économie, la macroéconomie. Donc voilà, ce qu'on enseigne à l'école polytechnique, je suis désolé, mais c'est pas encore la macroéconomie écologique, c'est le modèle de Solow, la croissance exogène, et tout un tas de concepts qui sont complètement obsolètes et qui n'avancent plus. Donc ça, c'est sur voilà un petit constat sur les enseignements aujourd'hui. Et pour moi, on parle de plus en plus des troncs communs climat. Donc voilà, ce serait quand même une façon de faire passer tout le monde à travers un filtre qui permettrait d'avoir un filtre vert sur les lunettes pour le reste des études, qui serait un bon début, mais qui serait peut-être pas suffisant. Mais ce qui se passe aussi dans la plupart des écoles, que ce soit d'ingé ou de commerce, c'est que tout le monde a un tronc commun d'économie. Et ce tronc commun d'économie, c'est pas de l'économie écologique, c'est pas de l'économie institutionnelle, c'est pas de l'économie du travail, c'est de l'économie des années 60 à 80, c'est de l'économie bien néolibérale, comme on sait bien la faire, et on cite plus Reagan que Antonin Potier dans ces cours-là, je suis désolé. Merci pour ce constat, en fait. Bien sûr. Juste une petite précision. Adam, tu dis qu'on a parlé d'abord d'économie et après de finance, on aurait pu faire le contraire, mais en tout cas, quelque part, on a siloté les choses. Alors, on n'a pas beaucoup de minutes, tu l'as bien constaté pour parler, mais quand même, ce qu'il y a derrière le raisonnement de Julien, c'est un marché financier. Donc, dans le marché financier, il y a un mot, c'est marché, qui relève d'économie, c'est même le fondement de l'économie de marché. Et le raisonnement qu'a déroulé Julien très très rapidement, de la façon la plus simple possible, qui n'est pas le temps, c'était vraiment cette histoire de marché. C'est-à-dire que quand les quantités augmentent, les prix diminuent, etc., maximisation d'utilité. Donc, il était vraiment appuyé sur des concepts économiques pour nous expliquer le comportement financier. Donc, quand tu dis qu'on pourrait mettre une bulle en haut, là, de la finance et l'économie en dessous, je veux dire que ce serait le contraire. Et puis, moi, j'ai l'impression que justement, nous, dans notre collectif, nous avons une analyse économique de ce fameux marché financier qui est à marché. Et c'est même, moi qui travaille beaucoup sur les marchés,
on considère plus souvent que quand on veut retrouver toutes les conditions de la concurrence serait parfaite, donc pas de barrière à l'entrée, information parfaite, etc., on parle du marché financier. C'est-à-dire que c'est le summum du modèle économique, le marché financier. Voilà. Donc, merci pour cette précision, Annick. Alors, oui, pardon. Il faudrait quand même que ce soit prof de l'X, ce que vous voulez dire. Parce que... Alors, j'ai peut-être une dernière question pour toi, Adam, enfin pour vous. Peut-être plus personnel. On voit que ce petit manuel, il dresse quand même un portrait assez critique de l'économie, des marchés. Évidemment, il ouvre aussi d'autres horizons. Comment un petit manuel comme ça peut vous influencer dans votre orientation professionnelle, dans la façon dont vous envisagez votre place dans la société plus tard? C'est exactement sur ce côté-là que j'allais répondre, parce que pour moi, l'enjeu principal à ce moment des études, en particulier au début, quand on peut faire passer un tel bouquin devant les yeux des étudiants, c'est que ça peut influencer la suite de leur développement professionnel. Et c'est exactement la remarque que j'ai tout à l'heure sur le fait que dans l'enseignement supérieur, on forme des esprits qui vont ensuite créer la société de demain. Et pour moi, ce bouquin est quand même assez salutaire à un certain nombre de points, c'est qu'il remet l'économie quand même au milieu d'un système physique, un système complexe, auquel il avait quand même échappé depuis 60 ans. Et j'ai pas lu tous les mots du bouquin, je suis désolé, je l'ai parcouru autant que possible. Mais en tout cas, ce que j'en ai tiré, c'est que ça rentre dans à la suite, disons, d'une suite de développement de l'économie qu'il y a eu autour de l'économie environnementale, l'économie des ressources, et plus récemment l'économie écologique. Et ça permet quand même de remettre un cadre dans un bouquin qui est assez accessible, parce que bon, il y en a déjà des bouquins d'économie écologique, mais en général, c'est quand même des sacrés pavés. Et c'est quand même un bon format avec des angles de diffusion intéressants via les partenariats du campus, et qui permettra d'arriver devant un certain nombre d'yeux, et j'espère que ça le fera. Je pense qu'il y a sans doute plein de développements à faire derrière ce bouquin sur l'économie du travail. J'ai fait un petit recherche dans le bouquin sur le mot syndicat, et en fait on le trouve 3 fois, ce qui est déjà pas mal, mais il y a un des 3, c'est dans le nom FNSEA. Mais pour moi, il y a un vrai enjeu de repenser un certain nombre de rapports de force qui existent dans la société, et à travers l'angle environnemental. Et aujourd'hui, la plupart des étudiants qui se syndiquent, des jeunes employés qui se syndiquent, c'est rarement la CGT, ou en tout cas, c'est beaucoup plus sur des sujets environnementaux. Et c'est des rapports qui vont structurer l'économie de demain. Et nous, c'est typiquement ce qu'on porte avec Pour un réveil écologique. L'idée, c'est de dire, avant, c'était les employeurs qui faisaient du chantage à l'emploi, et qui disaient, bon, si vous ne réduisez pas mes impôts, je me barre dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Maintenant, en fait, ce qui est en train de se passer pour un certain nombre d'entreprises qui ont une image vraiment sale, c'est qu'ils commencent à galérer à recruter parmi les étudiants qui sortent de grande école. Parce qu'il se trouve que les étudiants qui ont fait des études en énergie ont eu un certain nombre de cours, au moins sur la transition énergétique. Et quand on s'appelle Total Energy, la RH commence à avoir un peu plus de mal à trouver des profils type ingénieur exploration forage. Bon, ce qui a du sens, hein. En même temps, c'est très bien que dans 30 ans, on arrête de le faire, même maintenant. Et juste pour conclure là-dessus, dans 30 ans, 2050, un peu moins maintenant, on arrive quand même à un certain nombre d'échéances dans ce qui se passe sur la recherche du climat, mais aussi sur les enjeux biodiversité, même si en général c'est un peu plus proche, et sur les enjeux ressources aussi. 2050, en fait, c'est pas une date qui est complètement inconnue aux étudiants d'aujourd'hui. 2050, ça va être le pic de la carrière des étudiants qui sortent d'école aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, choisir de sortir dans un pan de l'économie, dans un autre, après avoir été influencé par ses études et guidé par un réseau professionnel d'alumni et d'interaction avec des personnes qui ont eu lieu dans l'école essentiellement, hein, parce que bon, quand on étudiait à l'ESSEC à Cergy, je suis désolé, mais on ne croise pas grand monde d'autres que des gens de Cergy. Donc il y a vraiment un enjeu à aujourd'hui ne pas reproduire le système d'hier, et le système d'orientation par les alumni, par les grandes écoles, ça peut avoir vraiment une tendance à reproduire un certain nombre de schèmes. Et ce genre de bouquin et ce genre de réflexion qui essaie de tirer un peu en dehors les étudiants de l'enseignement supérieur, ça peut contribuer quand même à cette bifurcation au niveau des jobs. Et j'ai pas envie d'alimenter un certain nombre de clichés autour des étudiants qui bifurquent, qui vont forcément élever des chefs dans le Larzac ou des ruches. En fait, la bifurcation, c'est pas une poignée d'étudiants, il en faut quand même sacrément plus si on veut espérer pouvoir respirer à Paris en 2050. Peut-être pour moi. Mais merci Adam, merci à toutes et tous pour cette table ronde. On va ouvrir maintenant vers la salle. Je ne sais pas si les participants en ligne peuvent aussi poser des questions, je ne sais pas. Mais s'il y a
quelqu'un qui peut faire circuler un micro et on serait très heureux de pouvoir prendre un petit 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Voilà. En tout cas, le débat est passionnant. Je suis un spécialiste de l'économie. Pour autant, j'avais à la fois une remarque et une question, mais ayant fait des études, moi je suis journaliste, mais ayant fait des études de finance, il y a 30 ans, c'est que ça n'a pas bougé. Donc, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que la réflexion d'Adam est passionnante et en même temps flippante, enfin, en tout cas pour moi, parce que je me dis, bon, j'ai fait quand même voilà, ces études-là, et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait finalement Keynes, Adam Smith, et puis voilà, et puis les monétaristes. Mais je veux dire que globalement, on nous mettait dans la tête une certaine vision, et pour autant, à mon époque, on parlait, il y avait quand même le problème de la couche d'ozone. C'est-à-dire que moi, je faisais partie des jeunes étudiants un peu moins impliqués que toi, mais en tout cas, inquiets déjà des problématiques de couche d'ozone. Et on ne parlait pas du dérèglement climatique, et évidemment, on ne parlait pas de la biodiversité. Pour autant, la réflexion que je me disais, c'est que pourquoi, enfin, moi j'ai eu des professeurs d'économie, et vous l'avez un peu dit, il y a quand même un classicisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même un conservatisme, que ce soit des économistes de gauche, plutôt proches, c'est-à-dire aujourd'hui de volonté de changement, et puis des économies libéraux, qui sont plutôt dans les écoles de commerce ou dans l'université où j'ai fait mes études, université à l'ouest parisien, d'accord? Et donc, ce que je veux dire, c'est que comment vous allez arriver, alors enfin franchement, c'est passionnant, mais comment vous allez arriver à un moment donné, enfin dans l'utopie, mais de favoriser que ça soit des essais, que ce soit même dans toutes les universités, et voire même pas seulement dans l'école d'ingénieur, mais comment vous allez réussir justement dans les lycées même, parce que finalement ça commence aussi là. Les quelques bases d'économie quand on est au collège, quand on est, voilà, on parle d'université puis de polytechnique, évidemment c'est le prestige, mais je veux dire que les changements politiques, et là je parle en tant que journaliste, je vois bien, parce que dans les médias, moi je me bats depuis des années et des années à essayer de changer le paradigme de pensée, et c'est mes collègues, et c'est les rédacteurs en chef. Et là encore, il y a un gros débat, c'est-à-dire que je vous incite à venir dans les rédactions, à faire du lobbying intellectuel. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que je suis aussi, j'ai une autre casquette, je suis aussi activiste, Annick me connaît, depuis 20 ans sur les questions de reforestation en Afrique. Mais ce que je veux dire, c'est que comment changer ça? Parce qu'il y a urgence. C'est-à-dire que ce manuel, c'est une excellente initiative, c'est génial, et c'est passionnant ce que vous avez dit depuis le début, mais il y a urgence. Donc, comment, vous l'avez dit, Madame de Lessec, vous essayez de changer des choses, etc. Mais bon, il y a quand même les profs de finance qui disent les mêmes choses, qui ont été, on les a biberonnés au libéralisme. Enfin voilà, c'est logique d'ailleurs. Donc, ils défendent un système et donc ils forment les gens au même système. Et moi, je me dis, il y a à la fois urgence, il y a à la fois ce manuel, mais en même temps, comme dit Adam, ça bouge pas, quoi. Bon, moi je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit. Je reprends un mot qu'a dit Adam, c'est la différence entre éducation et formation. Éducation, c'est ce dont on rêve. Formation, c'est donner une forme. C'est ce que je très bien souligné. Pour les cerveaux, on les forme. Et là, je crois qu'il y a une vraie grande difficulté dans les écoles. C'est-à-dire que quand vous payez une scolarité, je ne sais pas, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, je ne sais pas combien ça coûte que le commerce. Et là, il y a la problématique de l'employabilité. Donc là, vous avez des professeurs, il y a le monde académique, c'est une chose, mais à la fin, les gens qui payent 30 000 euros par an, 3 x 3, etc., certains donc démarrent une vie professionnelle endettée, c'est le système. On fait plonger le jeune tout de suite dans le système de la dette. Aux États-Unis, c'est absolument effroyable. J'ai discuté avec un copain américain qui a 3 enfants, c'est un truc de fou. Bref, tout ça pour dire que donc il y a la logique d'employabilité et donc il y a des énormes contraintes sur les écoles, c'est-à-dire qu'ils doivent envoyer du jeune, c'est BNP Paribas Asset Management, à la Société Générale. Donc la question n'est pas qu'est-ce que veulent les profs, qu'est-ce que pensent les profs, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises, voilà. Et donc moi pour la finance, je sais répondre parce que j'ai travaillé pendant 25 ans donc c'est sur les marchés financiers. Ça, je vous garantis qu'il y a zéro changement depuis. Vous avez dit que c'était il y a 30 ans, oui, vous avez raison. Moi, ça m'a frappé.
la finance, vous pouvez prendre les débuts de la bourse, vous pouvez prendre ce qu'écrit Keynes, hein, il y a zéro changement. Sauf que maintenant, on dispose de moyens technologiques considérables, évidemment, avec des ordinateurs, on fait des calculs, on sait faire des choses qu'on ne faisait pas à l'époque, mais fondamentalement, je parlais du paradigme, j'étais là tout à l'heure, je disais qu'il y avait zéro changement de paradigme. Le paradigme n'a pas changé d'un iota. Vous avez raison. Donc ça, c'est un problème, et c'est pas sur les épaules des professeurs, c'est pas sur les épaules c'est l'industrie, en fait. Voilà. C'est l'industrie, et donc le poids qu'on peut avoir sur l'industrie. Ça s'appelle la réglementation. Il faut faire des choses. Ça ne va pas se passer tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, le laisser-faire, le bon vouloir, enfin tout ça, ça marchera jamais, on le sait très bien. Enfin, je veux dire, si on dit aux gens que si on met une limitation de vitesse sur l'autoroute à 130 km/h, on leur demande pas, écoutez, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, essayer de rouler en dessous de 130 km/h. Enfin, je veux dire, il y a des lois, ça s'appelle, il faut faire des choses, prendre des décisions, voilà. Donc, on le fait dans certains cadres, pour certaines choses, et par exemple, en finance, on a absolument renoncé, il n'y a rien. Hein. Vous prenez, Macron a annoncé un plan écologique, il n'y a pas un mot sur la finance, ça n'existe pas, c'est une dimension qui n'existe pas. Voilà. Oui. Moi, je vais juste rajouter que, à ce que dit Jean, mais très rapidement, mais tu l'as dit un petit peu à la fin, il y a l'entreprise, et effectivement, Société Générale, ils veulent embaucher des têtes bien faites, mais bien faites dans leur sens, c'est pas des biches sur cœur, et ça c'est sûr, mais il y a aussi le rôle du politique. Tout à l'heure, j'ai rappelé que en Royaume-Uni, en 2022, ils disaient, bon, et maintenant on va arrêter les forages, on a quand même bien compris que c'est pas une bonne idée, et qu'en 2023, ils réouvrent les droits à forêt. C'est le politique, ça. C'est pas les grandes entreprises, Total et compagnie, qui vont partir forer tout seuls en casse-tête ou je sais pas quoi. Elles demandent, on leur dit oui, on pourrait leur dire non, tu vois. Donc, effectivement, ça va bien au-delà de ce qu'on peut enseigner dans les écoles. Je pense qu'un des très gros verrous à l'action publique et au fait de re-réglementer, tu vois, des directrices, etc., c'est le fait que ça fait 40 ans qu'on vit dans un univers où tu as une porosité énorme entre les intérêts publics et les intérêts privés. Et que même l'idée d'intérêt public, généralement, est analysée par nos décideurs comme convergent avec, par exemple, l'intérêt de nos champions nationaux. Alors, c'est clair, pour les banques, on parle justement de champions nationaux. Donc, je veux dire, le nouveau management public a vraiment été une force de transformation très, très profonde, de marchandisation, en fait, de la manière dont on gère l'argent public. Et ça, c'est très, très compliqué parce que actuellement, par exemple, un truc très, très concret. Pourquoi est-ce que, les hauts fonctionnaires n'arrivent pas à s'opposer aux arguments de la finance, etc. C'est quand on est en position de décideur, dans la haute fonction publique, on change quasiment tous les 2 ans. Donc la compétence, en fait, pour être de contre-argumentaire technique, ils ne l'ont pas. Et le déséquilibre des forces est considérable. C'est-à-dire qu'il y a le déséquilibre des forces entre les intérêts privés et les ONG. Moi, Finance Watch, je connais un peu de l'intérieur. Ouais, ils sont 18, je veux dire, dont une partie qui font du fundraising, qui essayent d'avoir de l'argent, alors qu'en face, vous avez, la finance est partout, dans tous les comités consultatifs, très en amont de toutes les décisions. Vous avez des comités consultatifs, dérivés, etc., ceux qui vont être sur le façonnage de la loi, des fois, c'est 95%, c'est l'industrie. Enfin, je veux dire, et on considère que c'est bien. Enfin, je veux dire, on considère que c'est bien parce qu'on considère que c'est eux qui ont l'expertise. Et, enfin, je veux dire, et les autres parties prenantes. Je veux dire, quand il y a une crise financière, c'est vous, c'est moi qui payons. Hein. On socialise les pertes. Voilà, je pense qu'il y a un problème de conception même d'où est la frontière entre l'intérêt privé et l'intérêt public qui s'est dilué, quoi. Je voulais revenir à la... Vous donnez la parole à la tête, on recommence à t'aborder. En 2 mots simplement, parce que la question était aussi rien n'a bougé, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, très vite, parce que je vais juste répondre du point de vue d'une école de commerce. C'est pas totalement vrai qu'on enseigne la même chose qu'il y a 30 ans. On enseigne encore trop
en partie la même chose qu'il y a 30 ans, mais on enseigne aussi des choses qu'on n'enseignait pas du tout il y a 30 ans. Aujourd'hui, à l'ESSEC, il y a des cours de Ecological Economics. On a des moments où on discute avec les étudiants de sujets de décroissance. On a des moments où on enseigne les limites planétaires. Donc, non, il y a 30 ans, on n'enseignait pas ces sujets-là. Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça va assez loin? Est-ce que non? Donc, ça veut dire que ça passe par la formation des professeurs. Et merci au campus de la transition parce qu'ils contribuent aussi à cette dimension-là. Ça passe par des programmes PhD où on va former de nouveaux professeurs avec de nouveaux paradigmes. Et ça passe aussi par le fait de reconnaître dans nos étudiants et à les armer, les exposer à des diversités de vues pour qu'ils soient en capacité eux-mêmes de questionner, de challenger, y compris ce qui se passe dans la salle de cours et ce qu'ils vivront en entreprise demain. Donc, non, c'est pas exactement comme il y a 30 ans. On aimerait que ce soit encore plus différent, mais les choses bougent quand même. Et juste, moi, je voulais juste répondre à la question parce que si ça pique. La question, c'était qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux pas vous dire ce qu'il faudrait faire, mais je peux vous dire ce qu'on fait. Avec Pour un réveil écologique, on fait quand même un certain nombre de choses parce que, contrairement à Macron, on manipule la carotte et le bâton. Donc, on va dans les écoles, voir directement les étudiants, parce que c'est quand même eux qui sont concernés à la fin. On va voir les étudiants et nous, on leur parle des limites planétaires. Peut-être qu'à l'ESSEC, on en parle à tout le monde, mais c'est pas le cas de partout. Donc, on explique ce que c'est. On essaie de donner les clés aux étudiants pour mettre la pression sur les écoles et pour faire advenir ces formations, parce qu'elles n'arrivent pas comme ça. Hein. Ensuite, on va voir les référentiels et les classements, parce que ça, c'est la grande mode. Classement de Shanghai, les écoles ne parlent que par ça. Donc maintenant, autant aller voir les classements et leur dire, faites des classements cohérents et arrêtez de faire des classements avec le salaire de sortie. Ce serait peut-être une bonne avancée. D'ailleurs, pour les écoles de commerce, ça, quel plaisir. Hein. Et oui, ce qu'on fait, c'est qu'on forme aussi les dirigeants, parce qu'il y a aussi des dirigeants dans les établissements. C'est les dirigeants qui prennent les décisions. Donc on les prend tous, on a fait ça en juillet dernier, on les met tous à l'Académie du climat, on leur prend le gratin des chercheurs en climat, en biodiversité, en économie de l'environnement, on met tout ça au même endroit, on agit ça pendant une journée et on croise les doigts pour que dans un an ça change. Et plein d'autres choses, mais bon, on n'a pas le temps. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc ce que je vous propose, c'est de prendre un petit regroupé de questions, et puis ensuite on aura un florilège de réponses, et tout ça en moins de 5 minutes, c'est formidable. Donc, en fait, deux remarques. La première, c'est que changer la manière d'enseigner l'économie n'est pas du tout rentable pour les enseignants et les chercheurs dans les universités. Oswald et Stern ont publié en 2019 un article vraiment intéressant où ils prennent les 9 plus grandes revues du point de vue de l'économie dominante et ils montrent que sur les 77 000 articles publiés dans l'histoire de ces 9 revues, 55 parlent du changement climatique. Ça donne une petite idée de l'importance qui est accordée à ce sujet. Mais moi, ce qui me semble également essentiel, puisque la question était de l'éducation, de la formation, de changer, aller vers plus d'éducation et une formation en tout cas de nature assez différente, il faut aussi derrière que ça puisse se concrétiser par un engagement. Et ce qui a été dit par Julien, je ne vois pas le nom, mais Julien, c'est que la question des frais d'inscription et de l'endettement étudiant est une manière de fixer les futurs travailleurs et leur capacité à s'engager dans la société. Or, aujourd'hui, on voit aux États-Unis que c'est un vrai problème. Et même lorsque Biden essaye de revenir là-dessus, il n'y arrive pas parce que la Cour suprême l'en empêche. Mais en France, c'est en train de se développer. L'école polytechnique met en place un bachelor à plus de 15 000 euros. Une université de l'Ouest parisien dont on a parlé a été pionnière en la matière. Et dans sa catégorie « Je suis ficelé aux intérêts du privé », elle a monté une licence sur la transition écologique dont on a obtenu, dont certaines personnes ont obtenu les contrats qui étaient derrière. Et il y avait 2 financeurs privés. L'université en question disait non, on a un certain nombre de financeurs, on ne dépend pas d'un financeur. Il faut qu'il y en a un qui donnait 100 000 euros et un autre qui donnait, si je me souviens bien, 20 millions d'euros. Pour une licence, ça aide, ça met de l'huile dans les rouages. Voilà. Donc je pense que cette question des frais d'inscription est en train de monter à une vitesse grand V, et le dernier discours de Macron le montre, hein, on a un vrai risque de faire peser sur l'ensemble des étudiants une dette qui ne leur permettra pas de s'engager demain. Merci. Une autre réaction? Monsieur, deuxième et troisième. Très bien, merci. Est-ce que depuis le rapport Josel, il y a une instance dans laquelle vous pouvez discuter de ça avec le ministère de l'enseignement supérieur ou
les principaux directeurs ou directrices d'écoles de commerce ou d'universités? Parfait, merci pour la question. Monsieur? Bonsoir, moi, c'est une question plus terre à terre, je suis ingénieur en agriculture. Voilà. Comment on sort du triangle de l'inaction? Bon, alors, à vous, vous avez 3 minutes pour répondre. Ah oui, il y a encore des... Ah, il y en a encore, pardon, excusez-moi, j'avais pas dit. Pardon, monsieur, madame. Bonsoir, je suis ingénieur mécanique, spécialisé en contrôle de système, complexité. Ma question concerne, donc je regarde déverrouiller l'économie. Une chose, c'est la clé des économistes, c'est de voir la réalité d'une autre façon, de voir l'économie d'une autre façon. Et là-dedans, j'attire l'attention au fait que c'est une étude de Deloitte qui date au moins de 10 ans. 3/4 de l'économie en Europe de l'Est, c'est fait par des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Si c'est pour changer quelque chose, je pense que c'est très important de regarder là et pas uniquement les grandes banques, les grandes entreprises totales. C'est un paradigme que nous avons tous et qui est effectivement toujours là. On a grande chose à gagner quand on considère la réalité que 3/4 du chiffre d'affaires et encore plus en nombre d'employés de jobs. C'est un excellent point, merci beaucoup. Oui, juste une question. Est-ce qu'il y a dans les cursus en économie ou ailleurs d'ailleurs aussi déjà une réflexion sur c'est quoi le monde dans lequel on vit? Au sens que tout à l'heure je parlais de donner un petit exemple système complexe, mais tout le monde dans lequel on vit, du vivant jusqu'aux infrastructures socio-techniques, ce sont des systèmes qui sont hors équilibre, qui sont issus de processus enchevêtrés. Et si on cherche à optimiser des petits bouts, forcément, au bout d'un moment, à certaines échelles de temps, ça se casse la gueule. Hein, c'est un peu comme si le cœur disait, moi je suis le cœur, je suis plus important, je garde le sang et du coup on meurt. Donc je pense qu'il y a aussi une sorte d'ignorance sur ce que sont les systèmes dans lesquels on vit. Si je suis un agriculteur, j'essaie d'optimiser mes rendements, je vais mettre de l'engrais, mais au bout de 10 ans, j'ai plus de terre. Donc, et les ressources, par exemple, non renouvelables, en fait, elles sont renouvelables. Si j'attends 10 millions d'années, j'aurai à nouveau du pétrole. C'est juste que pour l'économie, un rendement à 10 millions d'années, c'est rien. Donc, du coup, on dit que c'est pas renouvelable. Et en fait, il faut penser tout avec des échelles de temps différentes, des choses interprétées. Et donc, le fait d'optimiser un maillon sans s'intéresser à ce qui se passe sur les autres flux, ça n'a aucun sens. Et ça, je pense que si on pense comme ça, on ne peut pas adopter une vision, la vision classique de l'économie. C'est juste pas possible. Et je pense qu'il y a une dernière intervention là. Merci. Je vais essayer de squeezer ma question aussi rapidement que possible. Vous avez commencé la présentation, si je n'ai pas compris, par le capitalisme n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Super, ok, donc on est contre le capitalisme ici. Mais derrière, j'ai pas l'impression que vous proposiez véritablement une alternative. J'entends surtout ralentir le capitalisme, mettre des règles, ce que j'entends tout à fait. Mais bon, si le capitalisme n'est pas compatible, il est pas compatible. Et du coup, j'ai entendu à un moment donné que vous parliez de privilégier le subventionnement plutôt que le financement, ce qui m'a fait penser aux thèses de deux économistes, Frédéric Lordon et Bernard Friot. Et donc, quid de cette alternative dont on parle beaucoup à gauche, qui commence par co et qui finit par munisme. Voilà. Je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, donc je vais vous laisser réagir rapidement. Et après, de toute façon, on a une période de convivialité, donc ce sera l'occasion d'aller plus loin sur ces questions. Alors, La dernière question, donc sur le capitalisme, je suis pas sûr qu'on soit prononcé trop contre le capitalisme, donc c'est un peu ardu. En plus, le capitalisme, c'est compliqué à définir en fait. Là, on est dans le, oui, mais non, on est dans le. Enfin, pour ce qui concerne le capitalisme financier, ce qu'on peut dire, c'est en tout cas qu'aujourd'hui, le système dans lequel on est, où il n'y a que le capital qui compte, ça marche pas. Enfin, c'est l'évidence pour tout le monde. Voilà. Donc après,
c'est pas pour ou contre le capitalisme. Le communisme, les gens qui mettent l'accent vraiment sur la propriété, je crois pas que ce soit le sujet. On peut basculer, avoir une propriété d'État et avoir une logique productiviste et des tas de problèmes. Je crois pas que la question, les gens qui ancrent le sujet au niveau de la propriété, en dehors du fait que c'est un tabou absolu et que alors, ça fait ça casser dans tout le monde, parce que dans la Constitution, bon, c'est mort. Mais je ne crois pas même que ce soit là le point important. Par contre, mettre au niveau, par exemple, je pense à des approches comptables, on en a parlé, au niveau de la comptabilité, ce qu'on appelle le tri-capital. Donc, tu vois, on aime tellement le capitalisme qu'on peut suggérer d'être tri-capitaliste. C'est-à-dire que mettre au même niveau, mettre au même niveau que l'argent, finalement, d'un côté, le social, les gens, l'humain, et la nature, la voie silencieuse de la nature. Par exemple, tous ces gens comme Richard et Rambaud qui développent ces logiques, le modèle Kerr, etc. Donc, il y a des solutions. Alors, est-ce qu'on les appelle, peut-être que je me fous du monde en disant que c'est du capitalisme, parce que pour les capitalistes, ce serait sans doute l'horreur absolue. Mais enfin, je ne sais pas si la sémantique est compliquée, mais ce que je pense, c'est qu'on peut garder une logique de capital, mettre du capital dans une entreprise, mais simplement, il faut rajouter du capital humain au même niveau, pas comme une ressource, pas comme un facteur de production, au même niveau, hein, c'est-à-dire comme un sujet, pas comme un objet, et mettre du capital naturel, voilà. Donc, c'est ça. Du coup, j'ai un micro, voilà. Moi, c'est le début du capitalisme, en fait. Non, je voulais juste m'étonner parce qu'on a... Merde. Ah ben voilà, j'ai plus de téléphone, c'est la fin du capitalisme. Il me semblait qu'on n'avait pas prononcé le mot capitalisme. Moi, j'ai beaucoup prononcé le mot de marché, c'est vrai. D'abord parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, donc je voulais un peu rentabiliser, maximisation de utilité, tout ça. Surtout pour dire que le marché, on a longtemps cru au marché qui pouvait permettre de redistribuer les ressources. C'est-à-dire que vous avez plein de concombres, moi j'ai de l'argent, vous donnez un peu de concombres, moi je vous donne de l'argent, ça se passe bien, je considère que les concombres vous appartiennent, vous considérez que l'argent m'appartient, et on est vachement content à la fin de l'échange. Quand il s'agit de biens communs, et j'ai parlé de biens communs, et j'ai parlé de ressources halieutiques, mais aussi d'air pas pollué, mais aussi de réchauffement climatique, c'est un espèce de bien négatif, mais qui appartient à tout le monde. Là, le marché trouve ses limites. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Le marché trouve ses limites parce qu'on a du mal de toute façon à imposer des droits de propriété privée et chaque fois qu'on essaie de partager, que ce soit la charge ou la ressource, eh bien on tombe sur des possibilités de traîtrerie. Vous savez peut-être entendu parler de la tragédie des communs, etc. Voilà. Mais je ne suis pas en train de dire que le capitalisme c'est génial, de toute façon sinon après Julien ne parlerait plus, mais je disais juste qu'on n'avait pas prononcé le mot de capitalisme, on n'est pas du tout là-dedans, on est juste en train de montrer que le modèle de marché est un modèle qui n'est pas suffisant, qui n'a pas les outils quelque part, qui permettent de proposer des modes de gouvernance efficaces quand il s'agit de gérer des biens communs. Voilà, c'était ça mon propos. Oui, d'ailleurs, le cœur de la discipline l'économie standard parle pas de capitalisme, il parle d'économie de marché. Et la grosse différence, c'est effectivement les asymétries fondamentales qu'on a dans le capitalisme. Mais bon, là on sort un peu. Par contre, je pense qu'un des grands messages qu'on a, puisque c'est sur le fait de dire la diversité en fait des modes de coordination qu'on doit favoriser, c'est pas du tout uniquement réductible au marché, même s'il doit y avoir des sphères qui peuvent rester dans le marché, mais on dit, il y a, par exemple, il faut de l'ESS, effectivement, il y a des domaines où on doit revenir à des modes de financement qui étaient quand même dans l'économie capitaliste. Dans les années 50-60, on était en économie capitaliste, et pourtant, on pouvait avoir de la canalisation, de la création monétaire sur des secteurs particuliers qui collectivement étaient considérés comme prioritaires. On pouvait avoir des taux d'intérêt subventionnés d'une certaine manière, et au contraire pénalisants sur d'autres secteurs, etc. Donc, et ça, c'est compatible. La question, c'est de le domestiquer plutôt. Parce que vous voyez, si nous, on disait, il faut qu'on passe à une société collectiviste, vous vous rendez bien compte, il y a quand même un problème de faisabilité, de crédibilité de notre message. Nous, on est plutôt dans une critique interne de la discipline, de la manière dont on l'enseigne, et essayer d'ouvrir des pistes qui nous semblent des pistes d'une certaine manière réalistes quand même voilà, et qui passent. Et l'idée vraiment c'est que dans les méthodes qu'on utilise, dans les outils qu'on utilise, est encapsulée une conception de l'économie. Et ça,
ça c'est vraiment un truc très, enfin, moi je fais beaucoup ça avec mes étudiants, de leur montrer que des outils qu'on leur présente comme neutres, des modélisations qu'on leur présente comme neutres, en réalité encapsulent une vision de l'économie, une vision, et donc les placer dans une position de réflexivité, d'esprit critique. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. À l'université, on a besoin de développer l'esprit critique. Et je pense dans les écoles de commerce aussi. Donc, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut faire. Il faut être dans l'hyper-réactivité, réagir tout de suite. La réflexivité, ça demande de s'asseoir, de réfléchir aux outils qu'on prend, etc. Donc voilà, donc nous, effectivement, c'est ça qu'on fait. Ouais, bah, du coup, j'allais faire la transition justement, mais bon, je suis sans doute trop jeune pour être communiste ou capitaliste, mais tout ce que je sais, c'est que avec la répartition qui est aujourd'hui quand même bien inégalitaire du capital, on s'amuse à mettre des taux d'intérêt à 5%, on est quand même en train de créer une société de rentiers, et si on veut faire la transition dans un cadre, un minimum de justice sociale, il va peut-être falloir essayer de réfléchir à ça à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, petite transition, hop, quid de l'après-Jouzel, il y a plein de choses qui sont en train de se structurer avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Moi, j'ai encore ma caution jeune, donc je veux dire les endroits où il y a des jeunes. Il y a eu le Conseil national de la refondation, là, qui était quand même une belle blague, mais bon, qui a quand même été créé par le gouvernement Borne et qui a abouti à peu près à rien, mais bon, on y a passé beaucoup de temps quand même. Il va y avoir tout un autre tas de groupes de travail, de groupes de travail qui vont être lancés, mais pas que avec le ministère de l'Enseignement supérieur, aussi avec Bercy, aussi avec la transformation de la fonction publique, parce qu'ils ont un ministère, cela. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui sont en train de prolonger les discussions de Jouzel, et on n'est pas en train de se dire, bon, on va s'arrêter à Bac+2, une formation en climat sera suffisant. Il y a des choses qui arrivent, ça sera dans sans doute au moins 1 an. Et ça va peut-être pas avancer à une vitesse folle, mais bon, on essaie de pousser aussi du côté institutionnel. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir, sauf après je vous ai. Je pense qu'on va s'arrêter. Merci à toutes et à tous. Merci pour toutes ces questions intéressantes et passionnantes. Et on pourra continuer en fait longtemps cette discussion. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné très envie de vous plonger dans ce petit manuel. Et je vous invite à rester après pour suivre les échanges avec ce superbe panel. Merci à toutes et à tous.